Salut. Allez, on a des manières différentes de s'exprimer. Ok. Bon, Yann. Bon, Yannick. C'est parti, round 2. Round 2, c'est parti. Je suis complètement perdu sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est le but. Je vais t'écouter comme si j'étais... Imagine qu'en face de toi, t'as un mélange entre un bonobo et un chimpanzé, en fait. Et tu vas devoir lui expliquer comment aller sur la Lune. Voilà. Non, mais toi, t'es là pour poser les bonnes questions. Vas-y. Alors, aujourd'hui, du coup, le sujet, c'est finances décentralisées, Ethereum, smart contract, NFT. Ouais, et puis en gros, une nouvelle génération de blockchain. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait commencer déjà par expliquer peut-être ce que c'est l'Ethereum? Comment est-ce que tu as découvert ça? Ouais. Et puis voilà. Et puis après, on regarde. Ça m'a l'air bien. Vas-y. Du coup, Ethereum, c'est une nouvelle blockchain qui a été inventée, qui a été sortie en 2014 par Vitalik Buterin. C'est un Canadien. Bon, il a d'autres cofondateurs, mais c'était lui l'inventeur principal. Et donc, comment ça a commencé? Vitalik et d'autres personnes, c'était tous des membres actifs de la communauté Bitcoin. À la base, c'est tous des gens qui viennent, du monde du Bitcoin. Mais c'est tous des gens qui avaient une vision différente et qui voulaient en fait plus de flexibilité et plus de possibilités sur le Bitcoin. Le Bitcoin, actuellement, c'est une blockchain où tu peux faire des transactions, tu peux transmettre de la valeur, comme on l'a expliqué dans l'autre épisode. Et entre guillemets, ça s'arrête là. C'est déjà énorme, forcément, c'est la révolution. Mais ces mecs-là, qui sont des gens qui viennent du monde de la technologie, ils se sont dit, mais attends, ça serait quand même dommage de s'arrêter là. Bon, là, on peut que transmettre de la valeur. De manière décentralisée. De manière décentralisée, forcément, ouais. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire des choses plus puissantes de manière décentralisée, des actions un peu plus puissantes, plus concrètes? Et ils ont essayé d'abord de faire ça sur le Bitcoin. Ils ont voulu changer un peu le Bitcoin, mais ça n'a pas été reçu avec enthousiasme, disons, de la communauté existante. Okay. Et du coup, ils se sont dit, on va aller créer notre propre truc. Et une des idées derrière ça, c'est que à cette époque-là, il commençait à y avoir en fait des nouveaux types de projets qui se lançaient, d'autres blockchains. Et en fait, quand tu voulais lancer une nouvelle blockchain ou un nouveau projet sur la blockchain, souvent ce que tu avais besoin de faire, c'était de recréer toute une blockchain. Mais ça veut dire quoi, recréer toute une blockchain? Ça veut dire avoir des mineurs aussi qui viennent miner ta blockchain à toi. Ça veut dire des gens qui... C'est beaucoup de temps, d'argent, de sécurité. Il faut juste convaincre les gens. Enfin, c'est quelque chose qui est peut-être réaliste pour des gros nouveaux projets. Ouais. Mais pour plein de petits projets, si toi, tu as envie de lancer un nouveau petit projet, personne ne va venir miner ton projet. Et du coup, tu n'as pas de décentralisation, tu n'as pas de sécurité, ça n'a aucun but. Et donc, l'idée derrière Ethereum, c'était de créer une nouvelle génération de blockchain qui allait permettre à des gens de développer des applications décentralisées dessus, tout en profitant de la décentralisation et de la sécurité de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est ce réseau de base qui permet après à des gens de déployer du code plus compliqué dessus, tout en ayant les mêmes garanties de décentralisation et les mêmes garanties de sécurité que le réseau de base. Et c'est une valeur immense parce que ça a permis toute une nouvelle génération de projets, de plein de nouveaux projets et développeurs. Ça leur a permis de se lancer dans ce monde sans avoir besoin d'avoir des mineurs derrière qui minent leur truc parce qu'ils profitent de la sécurité de l'Ethereum. Et donc très, très basiquement, c'est ça l'Ethereum. Mec, en vrai, je réalise à quel point j'avais compris ça, tu vois, mais le fait que tu me l'expliques maintenant, je réalise à quel point c'est fort. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est pas genre juste, il y a d'un côté le Bitcoin et de l'autre l'Ethereum, c'est genre l'Ethereum qui vient et qui fait la blockchain Ethereum qui vient et qui dit, à partir de maintenant, cette technologie de la blockchain, tout le monde peut y avoir accès facilement. Exactement. Et c'est une révolution, et ça a tout changé, parce qu'on est passé en termes d'activité de développeurs, de gens qui ont lancé des projets, on est passé de quelques personnes qui bossaient sur des projets à des dizaines, des centaines de milliers de développeurs. Et tout ça, c'est grâce à Ethereum. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler peut-être ce que c'est l'intérêt de la blockchain, du coup? Ouais, bien sûr. Et je pense que ça, pour l'expliquer, c'est assez intéressant de prendre en fait un exemple que justement Vitalik, le créateur, on lui demande parfois pourquoi il a lancé Ethereum. Lui, il expliquait, et c'est un mec qui jouait beaucoup à des jeux vidéo. Et je sais plus quel jeu c'était, mais il y avait un jeu développé par Blizzard, je crois. Ouais, c'était peut-être non, mais je crois que c'était plus des trucs World of Warcraft, où lui, c'est un mec qui jouait beaucoup à ça, et il avait développé ses persos. Il avait des persos très avancés, où du coup il a mis beaucoup de temps dedans, beaucoup de son temps et de la valeur émotionnelle aussi. Tu vois, t'as ton perso, il a plein de trucs. Il était attaché. Et du jour au lendemain, son perso, il a été supprimé. Il a été supprimé par les développeurs, par Blizzard. Il y avait eu un truc, ils avaient banni certains gens. Enfin, donc le mec s'était fait enlever un peu un des trucs qui lui tenaient le plus à cœur. Et littéralement, il s'était dit, j'ai plus envie d'interagir avec des protocoles et des applications comme ça où on
on peut se faire en fait enlever ce qu'on a accumulé depuis très longtemps juste parce qu'une personne le voulait, tu vois, juste parce que quelqu'un a décidé. Ouais. Moi, je peux rien y faire. J'ai perdu tout cet historique, j'ai perdu tout ce temps que j'ai mis dedans, juste comme ça. Putain. Et c'est con, mais lui, il a dit, c'est ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose de plus puissant. Et donc, pour revenir à Ethereum, bah, en fait, l'idée du coup de pouvoir lancer des applications décentralisées, c'est justement pour, entre guillemets, pas pouvoir avoir ce genre d'événements qui se passent. Et donc, tu peux développer des projets et lancer des... Bah, c'est du code en fait, donc des gens peuvent développer du code, comme toi quand tu développes un nouveau site web, tu lances du code. Tu peux développer ce qu'on appelle des smart contracts, et donc toi tu vas développer du code, tu vas le mettre tu vas le déployer sur Ethereum, et ce code il va plus pouvoir être changé, et il va que évoluer grâce aux gens, tu vois, qui interagissent avec. Donc toi, mettons, tu joues à un jeu vidéo, tu fais une certaine transaction, par exemple, ça pourrait donner un peu plus de puissance à ton petit perso, tu vois, que tu possèdes dans le jeu. Ouais. Et cet état-là, ton perso qui a genre plus 1 de puissance, il est sauvegardé dans la blockchain Ethereum à ce temps T, et ça va plus jamais pouvoir être genre remis en arrière, ça. Ça pourra changer dans le futur avec d'autres transactions, d'autres choses, mais en gros, tu as un état qui est un state, comme on dit en anglais, donc il y a l'état au temps T qui va jamais pouvoir être repassé en arrière. Donc pour revenir sur son histoire, son chagrin d'amour avec sa monture qui a été supprimée, enfin, c'est de là que c'est né en fait, c'est trop beau, c'est né d'une histoire d'amour. D'une histoire d'amour, ouais. En fait, l'idée c'est que si on montait, alors ça c'est l'application dans le domaine du jeu vidéo, ouais. Du coup si on montait un jeu vidéo sur la blockchain, ouais. En fait il n'y a aucun développeur qui pourrait décider de changer les règles d'une manière ou d'une autre. Ouais, exactement, mais en tout cas il pourrait pas supprimer tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Après le développeur il pourrait décider de faire un upgrade de son smart contract, tu vois, un nouveau smart contract genre avec des nouveautés, ce qui arrive souvent quand les gens développent des smart contracts, au bout d'un moment bah, ils ont une version 2, tu vois. C'est marrant parce que quand tu dis smart contract, on pense à pas nécessairement un jeu vidéo en fait, on pense à un contrat genre un contrat de bail ou genre un contrat mais ce que ça peut aussi faire, mais en gros l'idée faut penser très large, faut penser à du code, et avec du code tu peux un peu tout faire, comme on le voit dans le monde actuel, il y a tout qui est programmé. D'accord. Et donc tu peux avoir des smart contracts qui sont beaucoup plus basiques, dans le sens où toi et moi on veut faire un pari par exemple décentralisé. Donc toi et moi on veut parier sur le résultat d'un match de foot, mais on n'a pas envie de faire confiance on se fait pas confiance l'un à l'autre. Ouais. Et du coup, au moment T actuel, ce qu'on devrait faire, c'est on devrait donner notre argent les deux à une personne, ou plus logiquement, ce que tu fais, c'est que tu vas sur un site de paris en ligne et tu mets ton argent là-bas. Sauf que tu vois, cette personne, on doit lui faire confiance, elle peut se barrer avec la thune. Ouais. Le site internet, il peut faire faillite, il peut disparaître. Il prend des frais. Voilà, avec un smart contract, non. Donc, les deux, on pourrait mettre des fonds dedans. Le smart contract garde ses fonds, et à un certain moment donné, selon les règles qui sont définies dans le smart contract, il saura quoi faire avec les fonds. Donc il va peut-être les renvoyer à une certaine adresse selon un événement qui s'est passé. Et cette puissance-là, ça permet donc, l'idée c'est de pouvoir enlever des intermédiaires, et de la même idée qu'on peut faire des transferts de valeur décentralisés, là tu peux faire la même chose, mais en rajoutant toutes les règles que tu veux. D'accord. Et en fait, pouvoir faire ça, bah, c'est ce qui te permet du coup de développer en fait n'importe quel type presque d'application. Ce qui rend le truc beaucoup plus complexe du coup, j'ai regardé un peu des trucs ce matin là-dessus, ouais. C'est qu'il y a un langage informatique qui s'appelle Solidity. Exactement. Ouais. Et celui-là, il permet en fait de coder de l'information beaucoup plus complexe sur la blockchain Ethereum. Ouais. Et donc, par exemple, dans ton exemple de Paris, on coderait un truc du style si, je sais pas, l'équipe de France gagne, eh ben, tous les Ethereum que Elio et Yannick ont posés sur le smart contract, ils envoient à Yannick, et s'il perd, ça envoie à moi. Et ça, c'est un smart contract assez basique. Il faut savoir qu'il y a des smart contracts très compliqués. Après, ce qui est important dans ces smart contracts... Tu pourrais donner un autre exemple de smart contract, peut-être intermédiaire, pas très compliqué. Non, mais donc quelque chose qui se passe beaucoup, c'est en effet, c'est l'histoire de ce qu'on parle de decentralized finance. Okay. Donc il y a beaucoup de trading qui se fait en fait sur la blockchain, sur Ethereum. Donc des gens vu que maintenant plein de gens peuvent lancer des tokens. Ça fait beaucoup de nouvelles infos. Ça fait beaucoup de nouvelles infos. Ouais, c'est vrai qu'on en allait en parler plus tard. On essaie de. Ouais, t'as raison. Mais j'essaie de penser à un exemple qui pourrait être qui peut parler aux gens de manière plus simple. Revenons dessus après parce qu'il faut que je trouve un bon exemple. Parce que c'est toujours compliqué par rapport à la vie réelle. Non, mais un exemple qui peut être intéressant, par exemple, c'est l'histoire d'assurance, par exemple. D'accord. Donc un smart contract qui est intéressant. Et d'ailleurs, il y a un smart contract comme ça qui a été développé par, je sais plus quel, je crois que c'était en partenariat avec AXA, donc une entreprise d'assurance. D'accord. Avec des vols. Et donc en fait, ils ont mis en place un système qui inputait en fait qui mettait dans la blockchain Ethereum les heures de départ de tous les vols, par exemple de KLM. Ah ok. Je pensais les vols. Non, les vols. Ouais. D'accord. Ok. Et
toi, tu pouvais en fait t'assurer automatiquement contre un retard ou une annulation de ton vol. Ah, d'accord. Et donc toi, tu mettais dans un smart contract, tu mettais à ton vol, t'expliquais, tu disais voilà c'est le vol 787, je mets, tu vois mon vol il m'a coûté 200 francs, donc moi je vais mettre genre, je paye genre $20, t'envoies genre 0,01 Ether dans le truc, et le smart contract automatiquement, il sait que au moment où du coup ce vol sera passé, il va regarder quelle est l'heure réelle à laquelle le vol est parti. Et en fait, s'il est parti trop tard, genre à plus d'une heure de retard ou bien qu'il a été annulé, Selon ce que tu as mis dans le contrat. voilà, il va automatiquement te rendre tes 200 Ethers. Et du coup, toi, Enfin, t'as pas 200 besoin. dollars. Du coup, toi, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que si t'es assuré, imagine t'es assuré contre les retards. Ouais. Parce qu'il y a déjà des assurances contre les retards dans les vols. Oui, c'est possible. Franchement, ça je sais voudrait pas. quoi Ça voudrait dire qu'il faut que tu aies une réclamation. Faut faire une réclamation, il y a quelqu'un qui doit te répondre. Peut-être qu'ils disent non, en Peut-être fait. qu'ils disent non parce que ça les intéresse Et du coup, pas. tu dois aller en justice. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Et là, t'enlèves en fait c'est automatisé. Il y a plus une personne qui doit faire un jugement de valeur sur la situation. Il y a des règles très spécifiques et les gens les suivent. Et puis, comment est-ce que tu te mets d'accord sur quelle est la chose qui va donner l'information à la blockchain? Ouais. Genre, par exemple, l'avion, il décolle, tu vois. Ouais. Mais Bah ça, c'est mais là, tu touches à un très bon aspect parce que c'est un des aspects très compliqués actuellement de la blockchain. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de smart contracts qu'on voit actuellement, c'est des smart contracts qui agissent un peu sur le monde fermé de la blockchain au lieu d'être des smart contracts qui sont en effet qui touchent à des événements du monde réel, parce que c'est pas facile de faire entrer de l'information du monde réel dans la blockchain, parce que ça crée à nouveau une source en fait de centralisation. Si les deux, comment on se met d'accord sur quelle est la vraie information qui doit rentrer dans la blockchain? Ouais, c'est ça. Ouais, et ça, c'est un problème qu'on dit d'oracle. En fait, les systèmes qui essayent de faire ça, c'est des oracles qui essayent de. Donc maintenant, il y a des systèmes comme Chainlink, par exemple, c'est un projet qui s'est développé. Et Chainlink, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils créent de manière décentralisée à nouveau, donc avec plein de personnes qui contribuent au réseau en soumettant, disons, des données. Et donc, mettons, toi, tu voudrais commencer à aider la blockchain, tu pourrais commencer à, toi, entrer toutes les heures de départ des avions, ok? Tu pourrais le faire automatiquement en mettant en place un programme qui fait ça. Toi, tu vas être une des personnes qui va donner ces données. Okay. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des centaines d'autres personnes qui vont le faire en même temps. D'accord. Et le système, il va automatiquement prendre une moyenne de ce que les gens ont mis. Il va se mettre d'accord sur une valeur et il va considérer cette valeur comme étant la bonne en fait. Okay. Et toi, il va te punir si tu as mis des mauvaises valeurs. Par exemple, il pourrait t'enlever un peu d'argent, tu vois. Donc toi, tu vas peut-être mettre de l'argent en garantie. Et si toi, tu donnes des mauvaises valeurs, on va te punir. Et ça, c'est une approche qu'ils ont essayé pour faire de manière décentralisée, faire rentrer les données dans la blockchain. Mais c'est un problème qui est encore en itération. C'est un problème compliqué parce que trouver une source de valeur unique, c'est juste un problème qui est pas facile. Ouais, justement, moi je me demandais parce que je me dis que l'heure à laquelle l'avion décolle, tu vois, la compagnie aérienne, elle pourrait très bien. Non, bien sûr. Qui est-ce qui envoie l'information? Si c'est elle va dire elle a décollé à l'heure, vous inquiétez pas. Ouais, bien sûr. Non, donc c'est pour ça que ça, c'est des hommes que je te donne qui sont encore un peu théoriques parce que c'est pas encore appliqué à grande échelle à cause de ce problème-là. Et c'est pour ça que des smart contracts plus compliqués, comme on les voit aujourd'hui, c'est beaucoup des choses qui demandent pas d'informations extérieures. C'est des choses qui sont basées sur ce qui se passe sur la blockchain. Donc, tu vois, basées sur que de l'information qui est déjà en intérieur. Et du coup, t'enlèves cette problématique-là. Est-ce que tu peux me donner un exemple du coup de ça devient des trucs beaucoup plus financiers souvent dans le monde financier. Donc, on pourra peut-être parler un peu plus tard de tout ce qui est decentralized finance. Mais souvent, c'est des choses là-dessus. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, un smart contract, ça peut être n'importe quelle petite pièce, n'importe quel petit programme qui doit gérer une certaine information, garder un certain état. Mais c'est suffisant d'avoir un exemple très simple. Tu pourrais imaginer un cadastre, tu vois. Et d'ailleurs, il y a certains pays qui ont commencé à implémenter des choses comme ça. Où je t'arrête, mec. C'est quoi un cadastre? Cadastre, non. Je sais plus. Non, à mon avis, c'est très juste. Cadastre, je crois. Peut-être c'est en anglais ce mot. C'est le registre. En gros, c'est le registre de qui possède quelle partie de terrain dans un registre foncier. Ouais, mais je crois le truc en tant que tel s'appelle en gros le cadastre, je crois. Ah ouais. La partie de le plan un peu où c'est délimité. Mec, stylé. Mais attends, peut-être j'ai n'importe quoi encore. Non, c'est cadastre ou cadastre, mais bref. Ouais. Okay, bon, registre foncier. Donc tu vois, tu peux imaginer un registre foncier sur la blockchain. Ouais. Parce que maintenant, le registre foncier actuellement, c'est très compliqué. Tu dois aller faut des notaires. Faut des trucs. Et là, ce que tu peux t'imaginer, c'est que toi, tu possèdes en gros il y a un petit smart contract qui gère quelle partie de terre est possédée par quelle personne, entre guillemets, ou quelle adresse ou quelle personne. Et il y a peut-être que il y a que la mairie qui peut mettre à jour cette information. Donc le smart contract, il est codé de cette manière-là. Genre, il y a que cette adresse Ethereum spécifique qui a le droit de faire des changements. Et on va dire que cette adresse-là, elle appartient à la mairie. C'est eux qui ont accès à ça. Et nous, on peut tous, par contre, aller vérifier l'information. Et toi, quand tu vas vendre ta maison, peut-être que la mairie derrière, elle va faire un update, tu vois, dans le smart contract. Elle va envoyer une information, elle va dire la pièce numéro 5, elle est passée de Elio à Jean-Claude. Et
ça, après, c'est l'information qui est stockée, qui est là, et on a tout l'historique qui est gardé à jamais. Tu vois, ça peut pas être modifié par une autre personne que la mairie. D'accord. Et après, potentiellement, ça peut être utilisé après dans d'autres applications sur la blockchain. Toi, tu peux prouver à des gens que tu es bien le propriétaire de la parcelle 5. Mais actuellement, si par exemple on me demande si tu es propriétaire de telle parcelle, la parcelle 5, toi tu leur envoies le registre foncier, tu les renvoies vers le registre foncier. Souvent tu dois. C'est écrit que c'est toi. Ouais, mais tu dois aller au registre foncier, tu dois choper une sorte de papier, tu vois, certifié. D'accord. Et je te dis pas que c'est pas possible, mais là où ça devient intéressant, c'est quand tu as l'idée en fait de composabilité. Et c'est là où je pense que Ethereum ça devient ça devient en fait infiniment plus puissant. C'est parce que toi maintenant tu peux créer un autre smart contract qui combine les smart contracts. En fait, ils sont tous capables de parler entre eux, ces smart contracts. Ah ouais, ils parlent. Ils parlent tous la même langue. Okay. C'est Solidity. Ils parlent Solidity. Et en fait, un bon comparatif, pour moi, c'est le gros problème de notre monde d'Internet aujourd'hui, c'est que c'est un monde qui est fermé au final. On a quelques grandes boîtes qui sont ultra puissantes et tu peux pas facilement accéder aux informations et tu peux pas faire communiquer les choses facilement. Il y a ce qui s'appelle... Toi, si tu vas accéder à des données sur Facebook, tu peux y aller à travers, par exemple, ce qui s'appelle une API. Peut-être que certaines personnes ont entendu parler de ce terme, mais c'est en gros des sites, ils mettent en place des API souvent, ce qui permet à des développeurs d'aller automatiquement chercher des données, tu vois, dans un site. Donc toi, tu peux automatiquement créer un petit programme qui va demander à Facebook donne-moi toutes les photos pour tel utilisateur, tu vois. Mais ça, c'est au bon vouloir du site. Ils n'ont pas besoin de le faire. Souvent, ils le font pas. Tu as besoin d'autorisation, tu as besoin de choses. C'est assez compliqué. Ce qui est incroyable, et quand tu arrives à bien comprendre ça, c'est vraiment illuminant parce que les smart contracts, ils arrivent tous à parler entre eux, parce que, comme on a dit, ils parlent la même langue. Et toi, tu peux créer un nouveau smart contract, mettons, pour l'histoire d'assurance. Toi, tu vas assurer ta maison. Mais ta maison, il faut bien que tu dois pouvoir... Comment tu vas prouver que tu es bien le propriétaire de ta maison? Le link voilà, tu peux combiner 2 smart contracts, tu peux automatiquement montrer que tu es bien le propriétaire de la parcelle 5, du coup tu assures la parcelle 5, eux ils peuvent automatiquement aller voir dans le truc que c'est vrai, ils peuvent voir quelle est peut-être la valeur ou la superficie de la parcelle 5, et toutes ces choses elles sont capables de parler entre elles. Et du coup tu peux créer des nouveaux smart contracts qui combinent d'autres smart contracts qui font des choses intéressantes. Et cette composabilité elle est incroyable parce que si tu essaies de la visualiser à une plus grande échelle dans le futur, ça permet en fait vraiment une infinité de choses. J'ai une question, Yannick, j'ai une question. Parce que moi, à titre personnel, ces trucs-là, tu me les avais déjà expliqués, peut-être pas de cette façon-là, mais en 2017, on en parlait déjà un petit peu. À ce propos, rapide question, t'as entendu parler quand de la première fois de Ethereum? Aussi en 2017, c'est marrant en fait, parce que j'en ai entendu parler, entre guillemets, assez vite après que j'ai entendu parler du Bitcoin. Okay. Mais Ethereum, c'était... Et c'est toujours, pour beaucoup de gens qui sont vraiment ce que j'appelle des bitcoins maximalistes, donc des gens qui trouvent qu'il n'y a que le bitcoin qui compte et que toutes les autres, c'est des scams. En fait, c'est marrant. Moi, l'impression que j'ai, si tu veux, quand tu as un bitcoin maximaliste, c'est que ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que tu vois pas l'intérêt qu'il y aurait dans d'autres technologies, parce que peut-être en fait elles ont juste des intérêts qui ont rien à voir en fait. Mais tu trouves au-delà de ça, c'est pas que ça, parce que je pense que si tu penses juste qu'il y a pas d'intérêt, c'est une certaine chose. T'as le droit de trouver qu'il y a pas d'intérêt. Souvent c'est des gens qui non seulement qui pensent qu'il y a pas d'intérêt, mais qui trouvent aussi que c'est une scam, qui trouvent que Ethereum vend un futur qui n'est pas réalisable, que techniquement c'est pas réalisable ce qu'ils veulent atteindre. Peut-être on pourra parler des problèmes, des objections, tout ça. Moi ma question c'était, parce que là tu as dit un truc intéressant, tu as dit que une fois que tu arrives à visualiser, si tu veux, tu as utilisé un terme, je sais plus exactement quel terme c'était. Bref, en gros, je recommence. À partir du moment où toi, la première fois, tu m'as raconté l'Ethereum, moi, je me suis dit, putain, mais en vrai, t'as des applications qui sont juste infinies. Tu vois, quand tu me dis, on peut linker les smart contracts entre eux et tout, ça fait des trucs. Et en fait, est-ce que toi, quand tu essaies de visualiser l'étendue des possibilités que ça offre, est-ce que tu arrives aussi à un stade où ton cerveau, en fait, il réalise qu'en fait, il n'est pas capable de voir plus loin, ou alors il se dit, ah, c'est marrant, mais en fait, je sais qu'il y a tout ça que je sais pas, mais que je sais que je sais pas, mais au-delà de ça, il y a des trucs que je sais pas et je sais pas que je les sais pas, tu vois. Est-ce que toi aussi tu arrives à cette limite-là? Tout à fait. Moi, je pense que c'est la clé, c'est qu'on est dans une technologie qui est tellement neuve et récente que, à mon avis, les applications qui vont être peut-être les plus utilisées dans 30 ans, elles n'ont pas encore été inventées aujourd'hui. C'est comme Internet, en fait. Comme Internet, exactement. C'est comme Internet. Quand ça a été inventé, personne ne savait vraiment à quoi ça allait servir. Personne n'aurait pensé en 1990 que YouTube ou Facebook ou qu'on ferait des stories avec des filtres, podcasts, des oreilles. T'imagines, hein, en étant chauve comme ça, personne n'aurait pu croire. Et tu vois, Snapchat. Et donc c'est pour dire souvent qu'on arrive à imaginer ce qui existe. On arrive à imaginer un poil plus loin, mais on n'arrive souvent pas à imaginer des grosses révolutions qui vont venir. Et ça, je pense que c'est 100% le cas avec la blockchain. Et je pense que c'est une erreur aussi que beaucoup de gens qui critiquent la blockchain le font. C'est ça. Parce qu'eux, ils voient le côté spéculatif.
ils voient la réalité actuelle des applications, ils voient une dissociation entre les deux, qui est tout à fait valable. Moi, je suis d'accord avec eux, dans le sens qu'actuellement, il y a trop, disons, de spéculation par rapport à la vraie valeur qui est créée. Sauf que c'est trop, comment on dit, short-sighted. C'est des gens qui regardent trop au court terme. Cet excès de valeur, quelque part, il représente le potentiel et le potentiel futur. Et ce que je te disais l'autre fois, c'est comme Internet. C'est si les gens avaient pu investir en Internet fin des années 90, vraiment, quand je dis investir en Internet, c'est en Internet même, ce qui n'est pas possible parce que c'était un protocole qui était pas. Tu pouvais pas posséder une partie d'Internet. Mais avec Ethereum, tu peux posséder une partie d'Ethereum. Si les gens avaient pu faire ça avec Internet, ils auraient fait la même chose. On aurait eu une spéculation hallucinante. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le dot-com bubble des fins des années 90, où tous les investisseurs du monde achetaient les actions de boîtes qui avaient mis juste pets.com dans leur nom. En gros, à l'époque, quand tu achetais un site, littéralement, parce qu'il y avait peu de sites dans le monde. Quand tu dis acheter un site, un nom de domaine. Toi, tu achetais un nom de domaine. Okay. Et ta boîte s'appelait, genre, tu la renommais et tu appelais ça genre jouet.com. Les gens payaient des milliards pour acheter des parts de ta boîte parce que c'était la révolution, tu vois. Tu sais que mon père, il me racontait une histoire l'autre fois quand je vidais le lave-vaisselle. Il me disait, putain, il était à Zurich une fois quand. Putain, il y a genre, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Et puis, il y avait un mec qui était à la soirée qui racontait comment il rachetait des noms de domaine, tu vois. Ouais. Et mon père et un pote à lui, tu vois, il le chambrait de ouf, tu vois. Il disait, mais t'es un malade et tout, parce qu'il rachetait des noms de domaine pour super cher, tu vois. Ouais. Il disait, c'est marrant parce qu'on s'est vraiment foutu de sa gueule par manque de vision. Ouais. Et en fait, ce mec, aujourd'hui, il est en train de. Je sais plus exactement ce qu'il fait, tu vois, mais il est toujours là-dedans. Mais il avait une vision que. Beaucoup plus long terme. Ouais. Exactement, que les autres n'avaient pas. Ouais. Putain, et je pense que c'est clairement le cas là. Et c'est important, je pense, d'essayer de comprendre. Les implications de base que ça a, la décentralisation, et je pense que c'est un thème qui est crucial dans notre monde, de cette idée qu'on peut commencer à avoir des applications comme ça de manière décentralisée qui peuvent devenir intéressantes. Mais je pense que typiquement, un aspect où ça va devenir, et qu'on n'arrive pas encore à bien imaginer aujourd'hui, c'est avec l'avènement un peu par exemple, des voitures autonomes, de ce genre de choses. On va commencer à avoir des choses hyper intéressantes à ce niveau-là. Parce qu'une voiture autonome, elle va non seulement être autonome en termes de conduite, tu vas voir, elle va devenir autonome en termes de... Ça, c'est ma prédiction, je pense, pendant genre 20 ans, 10 ans. En fait, elle aura ses propres smart contracts qui vont lui permettre d'interagir avec toi, dans le sens que toi, tu vas la payer. Et du coup, elle aura un smart contract qui va automatiquement ouvrir la porte au moment où toi, tu auras fait un paiement depuis ton téléphone. Mais elle, après, vu qu'elle aura de l'argent, littéralement, vu qu'elle possédera de l'argent, elle pourra aller directement à la station essence pour se remplir. Et elle pourra commencer à vivre un peu toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans un monde décentralisé comme ça, où tu peux commencer à avoir ce genre d'application. Et je pense qu'on ne se rend pas encore bien compte de toutes les implications que ça va avoir, mais il y en aura énormément. Et actuellement, c'est vraiment le monde de la finance qui est en train de se faire révolutionner. Comme on l'a déjà vu, nous on le voit avec les fintech en ce moment qui sont énormes. On commence tous à utiliser des choses comme Revolut, etc. parce que c'est très intéressant. Il se passe la même chose ici parce que je pense que le monde de la finance c'est un monde un peu très vieux où il y a eu très peu d'innovation technologique depuis de longues années. Et ici, ça montre vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'après ça va s'agrandir à énormément d'autres choses. Après, c'est aussi important de le dire. J'ai envie de le dire maintenant, c'est qu'il n'y a pas tout qui a besoin d'être décentralisé. Il n'y a pas toutes les applications qui ont besoin d'un token. Il n'y a pas tout qui a besoin d'être sur une blockchain. Il y a même la plupart des choses qui n'ont pas besoin d'être sur une blockchain. Et ça, je pense qu'on va devoir passer par des phases où il y a des gens qui vont lancer des... ça arrive que des gens lancent plein de projets avec des choses qui n'ont pas besoin d'être décentralisées. Il n'y a pas réellement de valeur ajoutée, en fait. Et en fait, du coup, tu perds de la valeur parce que tu crées un système plus complexe que ce que ça devrait être. D'accord. Au lieu de juste utiliser une base de données normale, tu utilises une blockchain. Ça coûte plus cher, il y a plus de frais, etc. Donc ça n'a pas de sens, mais les gens, ils surfent sur la vague. Mais ce n'est pas une raison de décrédibiliser tout le reste et tout ce qui va pouvoir venir. Bien sûr. Et je pense que ce qui va être clé, c'est de bien comprendre quels aspects peuvent en profiter de la décentralisation. Ouais. Et ça va prendre du temps, mais on y arrive gentiment. Ouais. On y arrive gentiment. Waouh, mec, moi je vois que c'est un sujet qui te chauffe de fou en tout cas. Ouais, ça me passionne. Ouais, c'est plus que le Bitcoin en tout cas. Bah non, parce que je pense que de base, ça me fascine aussi. Mais moi je pense que, comme tu sais, je suis quelqu'un dans la technologie, c'est mes études, c'est ce que je fais. Ouais. Et donc cet aspect-là technologique, de ce qu'on peut développer dessus, est juste beaucoup plus intéressant en effet par rapport au Bitcoin. J'ai une petite question, mec, j'aimerais juste me mettre à jour à ce niveau-là. Toi, tu étais parti en 3e de bachelor, donc tu as fait tes 2 premières années de bachelor à l'EPFL. Ouais. Ensuite, tu as été autorisé à aller faire une année, ta 3e année aux US. Ouais. Quelle université déjà Carnegie Mellon University, CMU. Ouais. Donc là, pendant que tu étais en bachelor, donc c'est l'équivalent d'une licence pour les Français qui nous écoutent, tu travaillais en même temps avec un doctorant. Ouais, c'est ça. Et tu faisais quoi exactement ? Alors, je travaillais dans un labo de recherche qui s'appelle Obsidian. Okay. Et en fait, c'était un labo où on a développé en fait un nouveau langage de programmation. Donc, comme on parlait de Solidity avant, c'est un nouveau langage de programmation qui permet de programmer des smart contracts aussi, mais qui essayait d'implémenter beaucoup plus de sécurité dès le développement du smart contract. Je m'explique. Quand tu développes des smart contracts, il y a un gros problème, c'est qu'une fois que tu l'as déployé,
tu peux plus venir le changer. C'est tout le but du smart contract. Ouais. C'est une fois qu'il est dessus, c'est immutable, il est sur la blockchain. Tu peux faire une mise à jour, mais tout ce qui est dans ce... Enfin, tu peux créer une nouvelle version et demander aux gens, tu as sortez de celui-là et venez dans celui-là. Mais tu peux pas automatiquement faire de changement au smart contract qui existe déjà. Il est déployé, il est final. Ou alors tu peux mettre au début dans le code, tu peux dire que cet aspect peut être changé ou des trucs comme ça. Voilà, certains trucs, mais globalement, il n'y a pas de concept de pouvoir vraiment changer n'importe quoi. Ok. Et du coup, le problème, c'est quand il y a des bugs dessus, il y a des bugs, ils sont là pour toujours, entre guillemets. Okay. Et donc, il y a eu énormément et il y en a toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de hacks, en fait, dans des smart contracts. Donc, tu as des smart contracts qui possèdent des millions de dollars en valeur parce que ça permet de faire quelque chose, donc les gens mettent de l'argent dessus. Et tout à coup, quelqu'un arrive à trouver un moyen de retirer cet argent. Comment ça, mec? Parce qu'il y a une partie du code, ça reste du code au final. Comme il y a des bugs dans notre téléphone, comme il y a des bugs sur les sites internet, il y a aussi des bugs dans le code que les gens écrivent. Donc, mettons, ils ont mis en place un système qui dit il n'y a que telle personne qui peut retirer l'argent sous telle condition. S'ils se trompent dans un petit truc, peut-être qu'une autre personne arrive à trouver une faille et retirer l'argent. Okay. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc en fait, du coup, ce problème-là, si j'ai bien compris, il existe sur la blockchain Ethereum parce que à partir du moment où on s'amuse via ce langage Solidity à mettre des choses complexes, on a plus l'opportunité de se tromper en fait. Exactement. Alors que sur la blockchain Bitcoin, c'est très simple. Il y a pas de, en effet, tu peux pas, il y a rien de programmable, donc tu peux pas toi créer un bug, tu peux juste faire une transaction. Et du coup, ce langage-là que nous on développait, Obsidian. En fait, le but, c'était que tu devais développer d'une manière très différente à ce que tu programmes aujourd'hui, et que, en fait, à chaque action possible dans le smart contract, donc quand tu crées une action, c'est qu'en gros, quand tu développes, tu crées des fonctions, ce qu'on appelle, et donc dans chaque fonction que tu créais, tu devais définir quel était l'état de base de ton smart contract, genre dans quel état il était, par exemple, à qui possède l'argent, etc. Et tu devais définir vers quel état, quels sont les états possibles dans lesquels il peut aller, en fait, ton smart contract. Et nous, en fait, au moment où toi, tu compiles ton code, donc c'est-à-dire avant même que tu le mettes sur la blockchain, donc vraiment au moment où tu te dis juste, OK, est-ce que ça marche, nous, le compilateur arrivait, en fait, de manière intelligente à te dire, attention, là, tu as dit que cette fonction, elle est censée que pouvoir aller de l'argent est possédé par X à l'argent est possédé par Y, mais en fait, nous, on a vu que ça peut aussi arriver à l'état, genre l'argent est possédé par Z. Et du coup, ça te permet en fait de régler les bugs avant même que tu déploies sur la blockchain. Putain, genre ce projet, t'as travaillé combien de temps dessus? C'était 1 an, j'étais dans le labo là-bas. Ouais. Et puis le gars, du coup, il s'est passé quoi au final? Ça commence à Écoute, c'est beaucoup de recherche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a implémenté des choses. On a un langage de base qui fonctionnait, mais ça reste, c'est des doctorants et les doctorants, c'est beaucoup de travail de recherche sur de longues années. Et souvent même la recherche est plus importante que le projet final. C'est vrai. Et c'est c'est des académiciens. C'est vrai, c'est des académiciens. Académiques. Non, c'est des mecs de l'académie. Ouais, c'est les queumés de l'académie. Et du coup, non, mais écoute, on arrive à un beau stade. On a publié des papers dans des journaux assez cool de techno. Donc, c'est quelque chose qui avait un peu pris de traction. Mais de là à en faire un vrai projet, il y avait encore des millénaires avant de réussir à remplacer Solidity, par exemple. Mais je pense que l'idée était surtout de faire penser les gens et les faire réfléchir au fait qu'on peut peut-être... Il va falloir peut-être développer de manière différente. On peut pas juste développer comme on développe d'autres programmes. À cause des bugs. À cause du bug et du fait qu'on peut pas revenir en arrière. D'accord. Donc c'était ça le but et c'était vraiment intéressant. Ouais. Et au bout d'un an, du coup, pourquoi t'as arrêté de travailler écoute, parce que j'ai fini mon bachelor, je suis parti travailler pour Apple et puis je suis sorti de l'académie. Puis là, tu fais des blockchains chez Apple, mec? Non, pas encore. Un jour peut-être. Tu fais quoi exactement déjà chez Apple? Alors, ça dépend. Là, en ce moment, je peux pas. Je travaille sur plein de projets. On peut pas tout dire. Ah, ok, super. Donc il y a l'iPhone. C'est l'iPhone ABC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, alors pour revenir sur Ethereum, du coup, on avait parlé de tout ce qui était smart contract. Je t'avais freiné un petit peu quand on a commencé à parler de finances décentralisées. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour rentrer dedans? Ouais, écoute, je pense de toute façon, il n'y a pas besoin de rentrer en détail. Disons que je pense que c'est quelque chose aussi aux gens que ça va intéresser, cette histoire, de commencer à rechercher eux-mêmes. Mais je pense que globalement, l'idée, c'est que... Peut-être expliquer... Parce que je vois expliquer l'intérêt que les gens auraient à s'intéresser à ça. Pourquoi déjà est-ce que c'est important pour les gens? Tu as comparé pas mal Ethereum à Internet. J'aimerais peut-être que tu mettes un petit peu l'accent là-dessus. En quoi est-ce qu'aujourd'hui Ethereum est pareil que Internet? Et pourquoi le Bitcoin n'était pas pareil à Internet? L'idée d'Internet, c'est au fond, c'est que c'est un protocole qui permet aux gens de déployer du contenu dessus, des sites Internet. Et si tu veux, le parallèle il se dresse au même niveau parce que Ethereum est ce protocole qui permet à des gens de déployer des smart contracts dessus
Donc ça, c'est un niveau très basique de pourquoi il y a un certain parallèle entre les deux. Disons que tu as cette possibilité de déployer des choses et ça permet et d'autres personnes sont capables du coup d'y accéder, d'interagir avec, etc. Donc à ce niveau-là, tu as une similitude, enfin tu vois, une similitude qui est assez claire. Après, je pense pour revenir, je pense sur decentralized finance, donc c'est un mot peut-être que vous allez entendre, genre DeFi, les gens parlent beaucoup de ça. Je pense que c'est intéressant de parler donc comme de cette histoire de token. Donc ce que des gens ont commencé à faire, c'est en effet de lancer du coup leur propre token sur Ethereum, parce que c'est quelque chose que Ethereum permet. Ça, tu peux lancer un token, tu peux l'appeler tu vois, Helio Coin. Trop bien. Tu peux dire combien il y en a. Et après, tu as un certain smart contract avec lequel les gens peuvent interagir. Et peut-être que les gens doivent te donner de l'argent pour recevoir une partie des coins. Et donc ça, c'est ce que les gens ont commencé à faire en 2017, 2016, 2017. Ça s'est beaucoup popularisé, c'est ce terme de ICO. Donc l'ICO, ce que ça voulait dire, c'était Initial Coin Offering. Et l'idée, c'était en fait de faire une levée de fonds, comme du crowdfunding, comme ça se faisait à l'époque sur Internet, comme ça se fait toujours sur Internet. Donc l'idée, c'était que toi, tu créais un nouveau smart contract qui avait un coin qui pouvait peut-être représenter les parts d'une boîte, par exemple, les parts d'un certain protocole sur Ethereum. Ça pouvait être n'importe quoi. Le coin, c'est comme une action, en fait. Ouais, c'est comme une action. Okay. Et au début, ce que tu faisais, c'est que tu mettais en place un smart contract où les gens pouvaient y envoyer des Ethers, et proportionnellement à combien d'Ethers ils envoyaient, eux, ils recevaient des coins. Okay. Et du coup, l'entreprise qui lançait ça récupérait des Ethers, et peut-être que ça, ils allaient pouvoir s'en servir pour développer le projet, etc. Et toi, tu possédais une partie de la boîte, et avec ces coins, parfois, tu avais de l'utilité directement. Disons que tu pouvais en faire quelque chose dans le protocole. Donc tu vois, mettons, c'était un protocole qui permettait d'avoir un certain service. Parfois, tu pouvais utiliser directement ce token pour avoir ce service, et parfois, c'était juste... Ok, donc ça, c'est la différence. Parce que ce que je me dis, c'est qu'on aurait pu très bien utiliser la technologie de la blockchain. Ouais. Tu programmes ta nouvelle application dessus, sur la blockchain Ethereum. Ouais. Et ensuite, plutôt que de faire des coins, tu fais ça avec des actions, en fait, tout simplement. Ouais, alors tu peux. Après, ça va un peu à l'encontre de si tu es de toute façon déjà sur la blockchain, autant aller au bout du truc. Okay. Mais il y a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages dans... déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toi, investir dans une entreprise aujourd'hui, même une start-up, c'est pas quelque chose de facile à faire. Souvent, tu connais pas, t'as pas le réseau autour de toi qui te met en contact peut-être avec des start-up. Même si on te met en contact avec, peut-être t'as pas le capital suffisant pour en acheter. Parce que toi, tu veux peut-être investir 1000 francs, mais eux, ça les intéresse pas parce qu'ils préfèrent avoir peu de mecs qui mettent beaucoup d'argent que plein de mecs qui mettent un peu d'argent. Donc souvent, c'est pas utile pour eux. Et donc, cette histoire d'ICO, il y avait un peu cette idée, en tout cas à la base, de ça démocratise l'investissement. Ça démocratise l'investissement parce que n'importe qui peut mettre n'importe quel montant et il reçoit une partie de la boîte. En token. Et voilà. Et tu le reçois au tout début de la boîte. Donc, c'est comme si tu pouvais investir dans Airbnb au moment où il se lance. Alors que maintenant, c'est pas possible. Souvent, dans les startups, tu peux que investir dedans au moment où ils arrivent sur le marché, où ils font leur IPO, ils deviennent publics. Et là, tu peux commencer à acheter leurs actions. Avant ça, tu peux pas vraiment les acheter. D'accord. Donc ça, il y a eu un gros entrain de gens qui avaient beaucoup d'ICO. Et il y a des projets avec plein de succès qui sont sortis de ces ICO. C'est quoi comme type de projet qui ont eu du succès? Il y a des projets sur... c'était beaucoup de projets de finance. Alors, il y avait beaucoup de gens, il y avait des gens qui lançaient carrément, qui faisaient des ICO pour lancer d'autres blockchains. Donc, il y avait des compétiteurs à Ethereum qui commençaient sur Ethereum, qui levaient des fonds. Putain, des salopes. Et après, ils allaient se lancer et ils lançaient d'autres blockchains. Ça, il y en a eu beaucoup. Et d'autres trucs, c'est des projets, souvent beaucoup dans la finance décentralisée, qui se lançaient, mais je pense que je peux revenir dessus après. Bien, ouais. Et du coup, ils servaient dessus. Après, il y en a énormément, voire la grande majorité, qui floppaient complètement. Enfin, il y avait des trucs, c'était vraiment des scams, dans le sens où des gens promettaient un projet, ils levaient des fonds et après ils disparaissaient. Ah, c'est vrai, il y a eu aussi. Il y en a eu plein. Okay. Et ce qui est très dur, c'est... Du coup, s'ils proposaient un projet et qu'ils arrivaient à faire une levée de fonds, c'est-à-dire qu'il y avait une idée qui était intéressante derrière le projet, pour que les gens acceptent parfois d'investir dans et parfois projet. Non, parce que parfois tu es dans l'exubérance, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tu vois toutes les autres ICO qui multiplient de valeur une fois qu'ils se lancent, que toi aussi tu as envie d'être dans la prochaine. Et du coup, tu vas mettre de la thune dans un truc qui est un projet qui est pas nécessairement. Les gens mettent de la thune dans les choses qu'ils comprennent même pas. Ouais. Ça, il y a beaucoup. Ouais. Et ils ont commencé à se faire prosécuter beaucoup aux États-Unis par la SEC là-bas, qui est
c'est le gouvernement américain qui s'occupe du côté de la finance. Ouais. Et eux, ils ont commencé à attaquer un peu en justice, justement, certains de ces projets qui se lançaient. Parce qu'il y a beaucoup de règles aux États-Unis sur comment tu as le droit de lancer un. Quand tu veux faire une levée de fonds, tu dois être. Il y a plein de règles à suivre en fait. Tu dois être accepté par, ça doit être accepté par une certaine régulation avant. Tu peux pas juste dire aux gens donnez-moi de l'argent, je vais faire un truc et je vais vous rendre de l'argent après. Ça c'est illégal de faire ça. Okay. Et donc beaucoup de ces projets ils excluaient les États-Unis de leur levée de fonds parce que c'est souvent les États-Unis qui font le plus, qui ont le plus de règles à ce niveau-là. Okay. Mais voilà donc l'ICO je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, mais globalement au bout d'un moment ça a un peu arrêté de fonctionner parce que justement parce qu'il y avait trop de scams, il y avait un peu trop cette idée de les gens demandaient, ils essayaient de lever énormément de fonds avant d'avoir fait quoi que ce soit. Okay. Ils n'avaient même pas de produit qui marchait, ils n'avaient rien qui marchait et donc ça intéressait pas vraiment les gens au bout d'un moment il y avait tellement de projets qui n'ont pas marché, tellement de gens qui sont partis qu'on s'est un peu dit attends c'est pas ça la bonne manière de fonctionner. Il doit y avoir quand même une meilleure manière de faire marcher tout ça. Le boom des ICO c'était 2017 ouais. Okay. Et là beaucoup de gens se sont fait beaucoup d'argent parce que tu lançais des projets même qui n'existaient pas encore mais le token il prenait beaucoup de valeur tu vois. Ouais. Même s'il n'y avait pas de projet derrière tu vois. Donc, le projet que j'ai avant tu me demandais qu'est-ce qui a marché par exemple Chainlink qui font les oracles là, décentralisés. Okay. Ça, c'était une ICO sur Ethereum. Okay. Et ça, c'est un projet qui est toujours aujourd'hui. Qui a de l'avenir du coup. Qui a de l'avenir, qui marche. Et ça, c'est un des premiers projets que moi j'ai vu en ICO qui me paraissait ultra intéressant. Et puis ça, c'est des projets comme ça qui existent et qui ont marché. Donc c'est une voie qui fait sens parce que c'est du crowdfunding, ça permet de faire des choses, mais il y a eu un peu de dérive, disons, je pense, au niveau général. Ouais. Ok, putain, super intéressant. Donc ça c'était un peu les ICO. Ouais. Un peu pic des ICO en 2017 et ensuite on arrête les ICO ça a moins de succès. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait... C'est-à-dire que quand ils se lançaient, les gens étaient plus prêts à mettre assez d'argent que par rapport à ce qu'ils demandaient. Ils essayaient de lever 1 million mais en fait il n'y avait même pas 1 million de fonds qui arrivaient. Mais du coup ça veut dire qu'il y a quoi? Il n'y a plus de projets qui se développent sur la blockchain Ethereum? Si, il y en avait plein mais souvent c'était des projets soit qui avaient déjà levé des fonds il y a un moment et puis qui juste continuaient à se développer sans trop parler, juste un peu heads down ils travaillaient. Ou il y avait des projets juste qui se développaient sans lever de l'argent avant. Genre ils se développaient juste parce qu'ils avaient peut-être eux-mêmes un peu d'argent, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, ils se lançaient juste, ils se développaient et ils essayaient de lancer un produit avant d'aller lever des fonds. Et ça c'est beaucoup fait et je pense que beaucoup de choses qui sont développées sur Ethereum, c'était entre 2017 et 2019, enfin 2018-2019, c'est au moment où le prix d'Ethereum a beaucoup descendu, il y avait beaucoup moins de spéculation, moins à ce niveau-là. Je me souviens de ce moment, mec. Donc des gens ont pu se concentrer, disons que les builders, ils ont pu builder. Tu sais que je me souviens de ce moment, mec, c'était marrant. C'est une petite histoire entre nous, mais nous on avait, toi je sais pas, mais moi j'avais acheté du coup de l'Ether et du Bitcoin en 2017. Ouais. Et en début d'année, tu vois, et après ça avait ça a explosé. Ouais. Et après c'était redescendu et puis au bout d'un moment c'était resté je crois l'Ether du coup était resté pendant 2-3 ans comme ça, il avait bien craché et puis il restait bas. Ouais, il restait assez bas. Et puis là, au bout d'un moment, je sais pas, je me suis levé un matin et puis j'ai entendu un podcast d'un mec qui parlait de l'investissement en bourse. Ouais. Puis le mec, il fait, des fois, il faut savoir encaisser sa perte, si tu veux, accepter que tu as perdu et puis tu retires le truc. Ouais, j'étais là, c'est vrai que depuis tout ce temps-là, tu vois, les Ethers que j'ai, ils ont perdu de la valeur par rapport à ce qui valait un temps. Ouais. Et du coup, je me dis, vas-y, j'encaisse ma perte, tu vois. Donc j'encaisse ma perte, je vends mes Ethers. Ouais. Et je crois, 2 semaines plus tard, je t'ai vu. Ouais. Et je te dis, ouais, Yannick, c'est marrant, mais j'ai vendu mes Ethers il y a pas longtemps. Et je te demande, toi, t'as fait quoi? Et toi, tu me dis, mec, non, mais en fait, je sais plus comment tu me l'as dit, mais il y avait tellement de confiance en toi dans la manière dont tu me l'as dit, où tu m'as expliqué que, en vrai, c'était juste pour. En gros, tu m'as fait comprendre que j'étais une merde et que j'avais, sans me le dire, avec ta gentillesse habituelle, si tu veux, mais c'est comme ça que je me suis senti. Tu m'as dit, en gros, t'es une merde parce que tu captes pas, en fait, que c'est une technologie, si tu veux, qui a un potentiel de taré et puis qu'on n'est pas en train de jouer sur du trading sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, c'est pas l'idée en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, bref, super intéressant. Alors, je me souviens de ce petit moment. Mec. Non, mais ça, j'essaie beaucoup de le dire aux gens parce que je pense que, on en a déjà parlé, toi et moi, beaucoup. C'est que je pense que la majorité des gens qui sont dans la crypto, c'est pour de la spéculation. C'est des gens qui essayent de gagner un peu d'argent au court terme, etc., sans vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Et tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Enfin, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, ils ont raison d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais je pense que certaines de ces technologies, qui sont vraiment un peu plus la base du truc, genre l'Ether, le Bitcoin, etc., si toi, tu as une conviction qu'elles vont encore exister dans 10, 15, 20 ans, en fait, ça vaut juste pas la peine de risquer de peut-être perdre ce que tu as maintenant pour un peu de gain au court terme. Si toi, tu penses qu'elles existeront dans 20 ans, elles vont pas exister sans adoption. Donc si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a toujours aucun projet qui marche ou qui se lance, etc., elles vont disparaître. Ou s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes, elles seront plus là. Donc si toi, tu es convaincu qu'elles seront là encore, ça veut sûrement dire qu'elles seront là dans une forme plus avancée. Mais après, c'est une conviction qu'il faut avoir personnellement. Et moi, je pense que ça aide beaucoup de croire en la technologie
pour réussir à se séparer un peu du prix, tu vois, parce que si tu passes ton temps à regarder que le prix, bah, t'en oublies qu'avant tout, c'est comme une technologie qui est censée améliorer le monde, tu vois, et le quotidien des gens. Donc ça, je pense que c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu me l'as expliqué, à chaque fois qu'on en a parlé, en fait, c'est exactement l'approche que tu avais, en fait. Ouais. Parce que moi, j'avais mon autre pote aussi qui, début 2017, investissait pareil, tu vois, et c'est comme ça que j'en ai entendu parler pour la première fois, je pense, parce qu'il montrait, en fait, les x10 qui se faisaient sur un Ethereum qui valait genre 5 balles ou des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite, genre, j'en parle avec toi parce que du coup, c'était Valentin Garnier, comme tu as dit, qui... Exactement. Putain, pourquoi je balance son nom de famille comme ça? Bon, Valentin, vas-y, on va même mettre une photo de ta tête. Qui nous a dit, ouais, à part ça, Yannick aussi, il est là. Et je fais, Yannick, le mec du tennis, là, et tout. Et puis du coup, c'est vrai. Mais toi, dès le début, ton approche, ça n'a pas été de me parler en fait, de gains financiers. En fait, ça a direct été très axé sur la technologie. C'est ça que j'ai trouvé stylé. Ouais, bah c'est ce que j'espère pouvoir, même avec ces podcasts, tu vois, j'espère pouvoir aussi transmettre ça aux gens. Je pense que ça le fait très bien. Mais du coup, là, un truc que j'essaye de comprendre, c'est que si, après le gros boom des ICO, il y a moins de gens qui développaient des projets sur la blockchain. Il n'y a pas forcément moins de gens qui développaient, il y a moins de gens qui faisaient des levées de fonds. Qui faisaient des levées de fonds. Il y a moins de gens qui promettaient développer. Mais en fait, je pense que c'est là où il y a eu le plus de gens qui développaient. Ah, ok. Parce que toi, si tu avais développé, t'avais levé des fonds, t'avais levé des fonds, t'avais de l'argent maintenant en poche, le prix descendait, il y avait moins de hype, tu pouvais pas juste ressortir, relever des fonds. En fait, la seule chose qui te restait à faire, c'était construire ton projet et essayer de t'en sortir vraiment. Et en fait, ça a été peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à l'Ether, tu vois, parce que il y a eu beaucoup de ce decentralized finance dont on parle, c'est sorti de ces quelques années-là de développement. C'est là beaucoup des grands projets qui existent actuellement, ils sont sortis de là. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant justement que ce soit arrivé à ce moment-là en fait, parce que c'est quand tous les prix montent, quand tout monte, même les développeurs, bah, ils se mettent à quand même trop se concentrer là-dessus et ils oublient que c'est le développement quand même le plus important. Donc je pense que c'était bénéfique au final. Putain, intéressant. Est-ce que tu as envie qu'on check un peu des problèmes qu'il y a sur la blockchain Ethereum avant de parler de la finance décentralisée, on fait ça. NFT et tout ça? Ouais, on fait ça. C'est quoi le problème, mec? C'est quoi le problème? Bah écoute, le problème principal, on a déjà parlé avec le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle la scalability. La scalabilité, c'est le problème que tu as, c'est qu'on est limité en termes de transactions qu'on peut faire par seconde, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur plus ou moins n'importe quelle blockchain qui existe actuellement. Sur Bitcoin, j'ai vérifié, du coup, on peut taper jusqu'à maximum 1,5 million de transactions par jour. Voilà. Mais pas plus. Ouais. Et du coup, c'est pour des trucs à plus grande échelle. C'est très peu par rapport à d'autres choses. Ethereum, c'est un poil plus, mais on reste juste très limité par rapport à... Si tu veux te prétendre être... l'Ethereum, ils utilisaient souvent ce mot de world computer. C'est genre, on est l'ordinateur du monde. Donc les gens peuvent utiliser notre ordinateur de manière globale, tu vois. C'était un peu comme ça qu'ils se vendaient. Et pour être le world computer avec une limite, tu vois, des quelques centaines de transactions par seconde... Je crois qu'ils sont à 15 par seconde. C'est utopique, voilà. Donc c'est 15 par seconde. Mais tu vois, tu peux te dire, c'est pas mal. Mais si tu compares à genre juste Visa qui fait des transactions, voilà. Mais maintenant, même si tu vas plus loin et que tu compares ça à genre... Facebook, si tu essayes d'imaginer que tu aurais un Facebook décentralisé, là tu commences à te rendre compte que c'est juste pas possible. Et donc Ethereum, c'est disons le gros problème. C'est donc le manque de scalabilité. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel les développeurs travaillent depuis qu'Ethereum a été lancé. Et pourquoi est-ce que dès le début, ils n'ont pas fait un truc plus gros? Parce qu'au début, dans le protocole, sur le white paper, ils ont mis 15 transactions à la seconde, mais ils auraient pu mettre 150. Oui, mais alors je pense qu'il y a un truc important de comprendre, c'est que ce chiffre de 15, il vient d'un sorte de... On est toujours entre ce trilemme entre la vitesse d'exécution, la sécurité et la décentralisation. Et beaucoup d'applications actuelles ou d'autres blockchains, elles arrivent à être plus rapides que par exemple Ethereum ou le Bitcoin, mais elles sacrifient une des deux autres propriétés. Et c'est ce on appelle ça un terme actuellement qui est pas solvable, disons. Tu dois souvent sacrifier un des trois. Et Ethereum et Bitcoin, ils ont toujours voulu garder la sécurité et la décentralisation avant tout, parce que c'était quand même l'idée de base, c'est que c'est censé être décentralisé, notre truc. Et il y a d'autres blockchains qui se sont lancés depuis, qui en effet permettent de faire beaucoup plus de transactions par seconde, mais elles sont peut-être pas très décentralisées. Ouais, exact. Et donc c'est quoi le but au final? Ça, il y a eu beaucoup de questions là. Après, elles répondent à un besoin, et il y a peut-être un spectrum à trouver aussi, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre quel degré de décentralisation est nécessaire. Mais je pense qu'il y a aussi une autre chose à se réaliser, c'est que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bitcoin Cash et Bitcoin, il y avait un désaccord. Bitcoin Cash, moi je me suis trompé dans l'autre épisode, j'ai dit que c'était eux qui voulaient faire les blocs à 1 giga, ça c'était Bitcoin SV, c'était encore un autre. Bitcoin Cash, ils voulaient faire ils font des blocs à 32 mégabytes. Donc c'est que 32 fois plus que le Bitcoin. Donc tu pourrais te dire, c'est logique comme proposition, genre au moins tu accélères 32 fois le nombre de transactions par seconde, c'est bien. Sauf que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que fondamentalement, tu règles pas le problème en faisant ça. C'est pas comme ça que tu règles le problème, parce que en offrant 32 fois plus de capacité,
ça te paraît peut-être beaucoup, mais c'est rien du tout en fait. 32 fois plus, c'est rien du tout. Si tu prétends vouloir devenir un protocole qui est utilisé par le monde entier, avoir 32 fois plus de scalabilité, c'est rien du tout. Ça va se remplir en fait directement. Et sur Ethereum, on a vu ça au moment où c'était beaucoup utilisé, en 2017-2018. Il y avait tout le temps des centaines de milliers de transactions en attente. Et même si tu faisais genre x10 sur la capacité, il serait quand même rempli tes blocs. La problématique est la même. Et même si tu arrives à grandir assez pour que genre pendant un petit moment ce soit plus rempli, il y aura des nouvelles applications, de la demande en plus, et tôt ou tard tu vas à nouveau être rempli. Et donc l'idée que les développeurs ont eue, c'est plus de comment est-ce qu'on va réussir à résoudre ça à un niveau beaucoup plus grand, à une échelle beaucoup plus grande. Nous, on veut pas faire x10, x5 ou x30. Nous, il faudrait qu'on arrive à faire x100 000, tu vois, x1 million. Mais tu peux pas le faire en fait en restant sur le même protocole. Tu as fait des choix à la base tu peux pas changer ça assez pour réussir à faire x1 million. Donc il faut carrément essayer de réinventer les systèmes pour y arriver. Le problème t'explique que si tu augmentes la taille des blocs, tu dois sacrifier par exemple la décentralisation. Tu arrives juste à faire un petit rappel là-dessus parce que tu en as un peu parlé dans l'épisode d'avant. Bien sûr. Donc le problème c'est que pour rester ce qu'on considère, nous on veut être décentralisé dans un réseau, il faut que tu puisses toi faut que tu aies un node chez toi, faut que tu puisses sur ton ordinateur à toi vérifier les transactions qui se passent sur le réseau, tu vois. Si à partir du moment où toi tu es plus capable de faire ça, ça veut dire que tout le monde comme toi n'est plus capable de le faire. Ça veut dire que tu te retrouves dans une situation où il y a sûrement que quelques personnes qui sont en train de le faire. Et du coup, fondamentalement, tu as perdu toute décentralisation parce que du coup, tu fais confiance à ces quelques personnes. Qui ont un ordinateur très puissant. Voilà. Et en fait, du coup, le coût, il devient prohibitif. Tu vois, si toi, tu commences à faire des blocs de 1 gigabyte, il te faut une connexion Internet de mutant pour réussir à gérer les blocs qui arrivent. Il te faut une capacité sur ton ordinateur hallucinante aussi. Et donc, en gros, c'est plus des ordinateurs classiques, c'est plus ton Mac chez toi qui va pouvoir faire ça. Et donc ça, c'était la raison principale derrière laquelle, pour laquelle ils ne voulaient pas Bitcoin et Bitcoin Cash ont eu des désaccords, et pour laquelle Ethereum ne veut pas juste augmenter le nombre de transactions, la taille du bloc. Donc pour ça, leur idée, c'est de réécrire le protocole en fait. Voilà, alors enfin, de recommencer un nouveau protocole. Non, pas vraiment. Donc l'idée, c'est de maintenir quand même. Il y a plusieurs idées. L'idée quand même à la base, c'est de maintenir un peu Ethereum tel qu'il est, mais c'est en effet d'y ajouter en fait des couches. Et donc c'est cette histoire en fait de layers. Donc l'Ethereum, c'est ce qu'on considère comme la couche 1, c'est la couche de base. C'est la couche où il y a peu de transactions par seconde, mais c'est là où tu as le plus de sécurité, c'est là où il y a tout qui est garanti, c'est là où on est bien. Et l'idée en fait, c'est de commencer il y a plusieurs approches différentes sur la scalabilité. Une des approches, c'était de faire ce qui s'appelle un peu alors le terme est technique, ça s'appelle du sharding. Et donc l'idée en fait, c'est si tu arrives à avoir un peu plusieurs copies d'Ethereum qui fonctionnent en parallèle, et après tu arrives un peu à rassembler à peut-être chaque 10 secondes tu remets tout ensemble un peu au milieu. C'est des copies identiques. Ouais, alors peut-être des copies qui travaillent sur un peu des parties différentes, tu vois, de différentes applications sont un peu des copies différentes, mais chacune des copies est capable de faire ses 15 transactions, et du coup tu arrives peut-être à augmenter ton nombre de transactions par seconde. Ça c'était une approche qui était considérée à un moment, mais il y a beaucoup de limitations à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, le grand truc qui est en vogue. C'est pas très important de comprendre ça. Non, c'est pas très important maintenant. Je pense que le grand truc en vogue. Je l'ai fait vite parce que je pense que c'est plus intéressant de parler du grand truc en vogue, ce qui sont en fait les layer 2, donc c'est les deuxièmes couches. Et donc l'idée des deuxièmes couches, c'est que sur Bitcoin, comme ils ont développé ça, c'est ce qui s'appelle le Lightning Network, et c'est quelque chose donc, qui est utilisé. C'est qu'en fait, mettons toi et moi, on sait qu'on doit faire beaucoup de transactions ensemble. Tu vois, peut-être que toi, tu es un commerçant, moi, je viens tous les jours dans ton truc pour t'acheter un café. C'est pas viable pour moi de faire chaque jour une transaction où je t'envoie $5 parce que les frais de transaction, les trucs, ça sert à rien. Maintenant, ce qu'on peut faire, toi et moi, c'est en fait ouvrir un peu une channel en dehors de la blockchain. Genre on prend un cahier. Voilà, on prend un cahier, c'est comme ça qu'il faut se l'imaginer. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, on va écrire les transactions qu'on a faites dessus. Et ça, comment on peut le faire de manière sûre, quand on parle quand même de blockchain, c'est qu'en fait, on va quand même utiliser notre clé privée pour signer une transaction, ce qui prouve que c'est bien nous qui avons voulu la faire. Et moi, je vais te transmettre cette preuve, et toi, tu vas pouvoir la garder. Et moi, ça peut être possible pour moi de venir et dire ah non, je voulais pas faire cette transaction, parce que toi, tu as la preuve que je voulais bien la faire à ce moment T. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler ces transactions à un moment, et peut-être que parfois ça va être plus 5 pour moi, peut-être qu'au bout d'un moment, toi tu vas m'acheter quelque chose, donc il y aura un balance. Et peut-être qu'au bout d'une semaine, par exemple, on va dire bon, maintenant on va résumer tout ça. Le balance final, ça va peut-être être plus $20 pour toi. Et cette transaction, on va la mettre dans la blockchain. D'accord. Et du coup, au lieu d'avoir fait 50 transactions,
on finit par en faire genre 3. Il y en a une, peut-être, au début, on doit ouvrir le channel de base, on met quelque chose sur la blockchain à ce niveau-là. Il y en a enfin, 2, pardon. Et il y en a une à la fin où on ferme à nouveau le truc. Ok, ça, on le fait sur la blockchain Bitcoin. Ça, sur Bitcoin, il y a un système maintenant qui marche comme ça, ouais. D'accord, ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait quelques années, ouais, mais c'est encore en développement. Ça, ce serait du coup une très bonne façon de rendre le truc plus scalable, non? C'est une bonne façon. Il y a des limitations techniques, il y a des problèmes. Je pense que ça vaut pas la peine d'en parler. C'est pas, je pense, au final, ça marche peut-être pas aussi bien que ce qui était espéré, mais ça marche pas mal. Et je sais pas si vous avez peut-être entendu la nouvelle par rapport à El Salvador qui a donc accepté comme une monnaie légale maintenant le Bitcoin. C'est donc un pays en Amérique centrale qui accepte maintenant le Bitcoin comme monnaie légale. C'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quel commerce et tu as le droit de payer en Bitcoin. Et eux, ils utilisent ce système. C'est fou, ça. Hein. Ils utilisent, ouais, c'est fou. Hein. Pensez par rapport à il y a 5 ans. Ça veut dire ça se passe comment? Genre, les commerçants, ils doivent constamment avoir le prix des produits qui sont. Non, parce que c'est quand même en dollars. Et en fait, ils utilisent un programme qui a été développé par le gouvernement. D'accord, ok. Et donc, toi, tu payes en Bitcoin, mais eux, ils peuvent choisir d'automatiquement convertir en dollars au moment où tu payes. Et puis, du coup, ils reçoivent les dollars quand même. Mec, c'est malade. T'es allé au Salvador récemment? Non, je suis pas allé encore, mais j'aimerais bien aller voir comment ça va, marche. Ouais, franchement, non, mais c'est vrai. C'est vraiment cool. Okay. Et du coup, eux, ils utilisent cette implémentation derrière les scènes, quoi. Mais toi, t'es pas censé t'en rendre compte quand tu l'utilises. D'accord. Et tu t'en rends pas compte. Mais eux, ils utilisent ça, par exemple. Okay. Donc oui, ça marche, ça permet de faire des choses. Mais ça règle pas tous les problèmes. On arrive toujours parce qu'il y a quand même ce côté, c'est de moi à toi. Ouais. Donc tu vois, ça scale à nouveau, tu vois, ça scale pas très bien parce que si toi tu veux interagir avec plein de gens, ça devient plus compliqué. S'il y a il faut plein de petits cahiers, des trucs à 3, voilà, ça devient compliqué. Maintenant sur Ethereum, en tant que couche 2, ils travaillent sur quelque chose qui est en fait un peu une extension de ça. C'est un peu dans ce que Ethereum est par rapport à Bitcoin. Donc enfin une version de ça genre plus globalisée. Où en gros, il faut imaginer que il y a la technologie qui permet de manière... En gros, ils arrivent à faire, pareil que Bitcoin, ils arrivent à faire en dehors de la blockchain Ethereum, tu peux faire des transactions, donc sur un peu une sorte de un deuxième niveau de la blockchain. Ouais. Tu fais plein de transactions. Et cette blockchain, cette technologie, elle arrive chaque X minutes, elle arrive en fait à résumer l'ensemble des transactions qui sont passées là. Et puis elle arrive à mettre un checkpoint en gros sur la blockchain principale, donc très similaire à ce qu'on a expliqué là, sauf que ça se globalise parce que t'as pas besoin d'ouvrir un channel entre toi et moi. Genre il y a toutes les transactions qui sont acceptées dans ce truc. Alors là, je comprends pas comment c'est possible. Ouais, technologiquement ça va pas valoir la peine de vraiment rentrer dans le détail là, parce que je pense qu'on va se perdre, tu vois, dans la discussion. C'est-à-dire que le problème qu'il y avait sur la blockchain Bitcoin, à savoir que quand on ouvre des channels, c'est limité parce que ça marche que entre 2 personnes, et puis si on veut en avoir 3 à 4 et tout, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Ça, on a trouvé une façon de résoudre ce problème sur la blockchain de grandement le limiter, ouais, grâce à d'autres technologies d'encryption, donc ce qu'on appelle les zero knowledge proof. J'ai entendu parler de ça, mec. Ce serait intéressant pour eux de... mais c'est la technologie très intéressante, et en gros, l'idée, c'est que dans ton cahier, c'est pas juste entre toi et moi, c'est genre tout le monde peut balancer des transactions dans ce cahier. Okay. Tout à coup, il y a un peu de magie, et ce cahier, il arrive à se réduire à un truc beaucoup plus succinct. Okay. Et ça, ils arrivent à le poster dessus. Et à la fin, au moment où ils postent ça dessus, ouais. Peut-être toi, t'es en plus 5, moi, je suis en moins 10, lui, il est en plus 7. Ouais. Donc au final, il faut quand même... au moment où c'est posté sur la blockchain, il faut au final quand même que toutes ces transactions elles se passent, tu vois. Ouais, mais c'est ça qu'ils arrivent à faire. Et ça, ils le font en une seule fois en fait. Ouais, exactement. Ils le font comme ça et pam, plus ou moins, ouais, dans les grandes lignes, ouais. Putain, pas mal. Bien pensé. Et bien implémenté surtout, ouais. C'est en cours, et un énorme avantage de tout ça, c'est que du coup, quand ils pensent, plus il y a de gens qui utilisent ça, en fait, le coût il devient de plus en plus bas. Parce que mettons, t'as une capacité pas illimitée, mais mettons elle est illimitée, ta capacité que t'arrives à mettre dans ton petit livre. D'accord. Plus il y a de gens qui utilisent, toi au final tu dois quand même mettre la transaction là t'es d'accord, et ça coûte un certain prix. Ouais. Donc actuellement ce prix après il est divisé par rapport à tous les gens qui ont utilisé. Tout le monde doit payer une petite partie. Et du coup s'il y a 2 mecs qui l'utilisent, c'est cher. Ouais. Par contre si t'as 100 000 mecs qui l'utilisent, c'est assez peu cher. Donc il y a cette beauté en fait que c'est ce qu'on appelle scalable. Ça c'est ce qu'on appelle scalable, parce que plus il y a de gens qui l'utilisent, plus ça devient accessible presque. Donc ça c'est un peu c'est dans un monde idéal, forcément il y a encore beaucoup de limitations, c'est en train d'être implémenté. Mais donc l'idée je pense qu'il faut en tirer, c'est que la manière maintenant qu'on pense être la meilleure pour s'en tirer, c'est pas d'essayer en fait de résoudre le problème à la couche 1. C'est la couche 1, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit décentralisée, c'est qu'elle soit sécure, c'est qu'elle soit, tu vois, et ça va sûrement coûter toujours cher de faire des transactions sur la couche 1, mais ça va plus être toi et moi qui allons faire des transactions sur la couche 1. D'accord. Ça va être différents programmes
qui vont faire des transactions sur la couche 1, mais ces programmes-là vont contenir, enfin, tu vois, chaque transaction va contenir en fait beaucoup plus de transactions, et c'est ça qui va, enfin en tout cas les développeurs l'espèrent, permettre de faire vraiment un beaucoup plus grand nombre de transactions par seconde, qui va vraiment permettre à des gens de développer des applications plus intéressantes. Petite question, si on fait du coup tout ça sur la couche 2, cette couche 2 par rapport à la couche 1, elle offre moins de sécurité? Elle offre un tout petit peu moins de sécurité parfois dans certains cas spécifiques, parce qu'il y a des... Alors, t'hérites quand même de la sécurité de la blockchain de la couche 0, souvent, enfin la couche 1, ça c'est quand même le but, parce qu'au final, tu dois quand même faire à nouveau ce checkpoint sur la blockchain, et disons que cette transaction-là, elle ne peut pas inclure des transactions qui ne sont pas valables, ça reste le but. Après, il y a des cas limites où, entre-temps, du coup, il pourrait se passer des choses, tu vois, parce que entre le temps que tu as fait la transaction et qu'elle soit vraiment validée là, parfois il y a des choses possibles. Est-ce qu'elles sont en attente avant d'être reportées sur la couche 1? Ouais, plus ou moins, ouais, dans les grandes lignes. Donc c'est possible, mais globalement l'idée c'est que ça hérite de la sécurité quand même de la couche 1, ça c'est le but. Après peut-être que si toi vraiment demain tu dois faire une transaction à 100 millions, tu irais quand même la faire toi-même directement sur la couche 1, parce que ça t'es sûr d'avoir la sécurité de la couche 1. Mais globalement le but c'est quand même que ça ait la sécurité de la couche 1, parce que sinon tu perds tout intérêt. Donc ça c'est une réponse pas complètement au point, mais disons prometteuse en fait, du problème de la scalabilité chez l'Ethereum. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu vois à cette technologie? Écoute, je pense que le gros problème en tout cas que la communauté Ethereum trouve, c'est proof of work. Donc c'est la consommation d'énergie que a ce système de consensus qui est proof of work. Non seulement un problème d'énergie, mais il y a aussi une pensée qui dit qu'il y a peut-être des moyens d'optimiser ce système et de le rendre en gros plus performant. Et donc ça, c'est quelque chose que la communauté de Bitcoin n'est pas du tout d'accord avec. Enfin, pour eux, proof of work, c'est nécessaire, et c'est pas possible en fait d'offrir le service qu'offre, tu vois, la sécurité qu'offre le Bitcoin sans avoir cette dépense d'énergie. Est-ce qu'on peut revenir peut-être rapidement sur qu'est-ce que c'est que le proof of work du coup, à quoi sert cette dépense d'énergie et pourquoi est-ce qu'on l'utilise du coup, bien sûr. Du coup, les effets négatifs, on en a parlé du point de vue de l'écologie, mais très vite. Donc très vite, le proof of work, c'est cette idée qu'il y a ces différents mineurs qui contribuent ensemble à la sécurité du réseau. Donc ils essaient de résoudre des petits problèmes mathématiques en permanence. Ils dépensent de l'énergie pour faire ça, et de temps en temps, un d'eux, du coup, chaque 10 minutes, gagne la course, et du coup c'est lui qui a le droit de produire le prochain bloc, et il est récompensé en Bitcoin pour le faire. Et l'idée c'est qu'il doit dépenser de l'énergie, parce que ça prouve que c'est entre guillemets un acteur de bonne foi, parce qu'en dépensant de l'énergie, ça veut dire qu'il pourrait pas genre faire comme si il a des centaines de mecs comme lui qui essayent de résoudre le problème. En fait, tu peux pas tromper le système en leur faisant croire que tu travailles, parce que t'as besoin de dépenser cette énergie pour arriver au but. C'est un rattachement au monde physique en fait. Ouais, exactement. Donc t'as un rattachement au monde physique, tu prouves que tu as fait le travail, et après de temps en temps tu gagnes. Et donc comme ça, ça tient la route à ce niveau-là. Et en plus de ça, étant donné que ce mineur, il a dépensé une grosse quantité d'électricité pour résoudre le problème mathématique, une fois qu'il va devoir sélectionner les transactions qui sont en attente pour remplir son bloc, il n'y a pas mentir. Parce que s'il ment, toute l'énergie qu'il aura dépensée, il l'aura perdue. Donc en gros, tu te bases en fait sur son intérêt économique. T'alignes les incentives des gens. Donc tu le fais dépenser de l'énergie justement pour être sûr que les gens disent la vérité. Voilà, en fait. C'est ça l'idée. Voilà. Donc la raison pour laquelle. Bon alors heureusement on dépend pas de ça. Genre il pourrait mentir. Nous on sait comment il va pas pouvoir tromper le système même s'il ment. Ouais, c'est ça. Mais lui il a intérêt à dire la vérité. Ouais, exactement. C'est hyper intéressant. Et du coup, le point négatif, le downside de tout ça, c'est que du coup, il y a, comme tu avais dit dans le dernier épisode, la consommation du coup de tous les mineurs, c'est l'équivalent d'un pays comme le Danemark. Ouais, faut pas me citer là-dessus, mais j'avais lu, ça ressemblait à ça en niveau. Voilà. Après, on a déjà parlé de tous les arguments qui disent que peut-être que c'est pas un problème, ça. Ouais. Genre, c'est peut-être ok. Allez voir le premier épisode. Mais voilà, allez voir le premier épisode. Donc mais globalement, je pense qu'on est, en tout cas, pas tout le monde dans le monde. Non, je pense que même dans le monde du Bitcoin, il serait d'accord que si tu peux faire la même chose, avoir les mêmes garanties de sécurité, sans avoir la dépense d'énergie, idéalement c'est mieux, tu vois. Bien sûr. Idéalement c'est juste logique. C'est juste qu'ils pensent que c'est pas possible. Eux ils pensent que c'est pas possible. D'accord. Maintenant certaines personnes ont commencé à travailler, du coup il y a de longues années aussi, sur un autre mécanisme de consensus qui s'appelle proof of stake. Et donc le mot stake, l'enjeu, c'est quand ça veut dire et puis faire du stake, to stake, le verbe c'est donc de mettre en enjeu, de mettre en garantie quelque chose en gros. Et donc l'idée du proof of stake, c'est que t'enlèves complètement cette dépense d'énergie, elle n'existe plus. Et ce qui se passe à la place, c'est que toi, si tu veux participer, si tu veux devenir un mineur, donc l'équivalent d'un mineur maintenant, c'est plus vraiment la même chose parce que tu mines plus, mais on va toujours appeler ça mineur. Toi, si tu veux devenir un mineur, tu vas devoir mettre un certain nombre d'Ethers en garantie dans un pot quelque part au milieu. Okay. Et tu peux plus y toucher. Toi, tu le mets là-bas et tu mets, mettons, tu vois, un Ether en garantie dans un pot.
Et là, toi, tu peux commencer à participer au minage, en fait. Et à chaque bloc, au lieu que ce soit un concours qui trouve le plus vite la réponse, c'est aléatoirement, entre tous les gens qui ont mis en garantie des Ethers, proportionnellement à combien ils ont mis en garantie, aléatoirement, un d'eux va être choisi pour produire le prochain bloc. Ok. Tu suis jusqu'à là? Ouais, je crois. Donc on met tous en garantie des Ethers. Moi, j'ai mis un Ether, toi, t'en as mis 10. Bah, toi, 10 fois sur 11, c'est toi qui vas être choisi pour faire le bloc. Ok. Et moi, une fois sur 11, ça va être moi. D'accord. Mais vu qu'on est des millions, bah, on n'a aucune enfin, tu vois, on sait pas qui va être choisi pour le prochain bloc. D'accord. Ensuite, bah, imagine, c'est moi qui suis choisi. Voilà. Je prends les transactions. Toi, tu prends les transactions, tu crées un prochain bloc, Ok. tu reçois une récompense pour le faire. Ça, c'est la base. Ça, c'est le cas parfait. Non, mais je peux mentir. Alors, tu peux créer un mauvais bloc. Ouais. Comme dans le Bitcoin, ton bloc il va pas être accepté. Parce que tu as quand même des gens derrière qui continuent à faire des nodes. Le D'accord. reste du réseau va rejeter ton bloc. Donc ça, D'accord. on a les mêmes garanties à ce niveau-là. Ok. Mais ça va au-delà de ça. Non seulement on va rejeter ton bloc, mais vu que tu as de l'argent que tu as mis en garantie au milieu, on va prendre une partie de ton argent. Si je mens. Ouais. Et tu l'auras perdu à tout jamais. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'on commence à avoir un jeu c'est de la game theory, de la théorie du jeu, Ouais. où tu peux commencer à récompenser. Avec le proof of work, tu n'as qu'une seule récompense qui est possible. C'est soit tu as eu le bloc et tu as perdu ton énergie, mais tu as gagné la récompense, soit tu n'as pas eu le bloc, tu as perdu ton énergie et tu n'as rien reçu. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas récompenser les gens un peu ou enlever plus, etc. Avec proof of stake, tu as toute la liberté du monde. Tu peux récompenser peut-être si quelqu'un essaye de... Peut-être qu'il a fait une... peut-être que par exemple quelqu'un a mis de l'argent en garantie, mais tout à coup il arrête de participer au réseau sans l'avoir annoncé aux gens. Genre le mec il répond plus quand c'est lui qui est choisi pour faire le bloc. Bah là on va lui enlever un tout petit peu parce qu'on va dire, Il est AFK, on va dire mec, ouais, le mec il allait pisser, mais non, c'est bon, genre c'est pas grave, mais il faut le punir un peu parce que s'il fait tout le temps ça c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, si un mec essaye de mettre une mauvaise transaction dedans, là on va dire ok, lui c'est un enfoiré. Et on va lui enlever peut-être 50%, je n'ai pas les chiffres dans la tête, mais l'idée c'est que du coup tu peux faire beaucoup plus de choses intéressantes parce que tu peux jouer un peu avec ça. Donc ça c'est un des gros avantages Donc l'idée en fait c'est que toi tu vas pouvoir remplir les blocs avec les transactions que tu auras choisies. Ouais. Et l'intérêt que tu as à dire la vérité, c'est que tu sais que de toute façon, bah, tout le monde va voir si tu mens. Ouais. Et si tu mens, bah, l'argent que tu as mis en garantie, bah, tu vas en perdre. Voilà. Et si tu dis la vérité, bah, c'est là que tu touches la récompense. Voilà, exactement. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt à ça? Parce que ça paraît facile une fois que c'est expliqué comme ça, mais c'est pas. Et pourquoi est-ce que pas si chez facile. les bitcoins, ils pensent que ça fonctionne pas? Alors eux, ils ont une idée que c'est une machine à motion. Pour eux, il y a pas de. Tu peux pas atteindre de la sécurité si t'as rien de. S'il y a rien qui est dépensé dans le monde réel, ils ont une limitation à ce niveau-là, qui pensent que vu que c'est tout en fait dans ce réseau avec des Ethers et tout, genre t'as pas vraiment quelque chose en jeu. Ça c'est un peu leur critique, mais t'as l'argent en jeu. Mais l'argent, tu vois, du coup, les Ethers, enfin, je comprends pas cet argument. Ouais, moi je le comprends pas très bien non plus, mais c'est un des arguments qui. Après, expliquez-nous l'argument. après il faut aller chercher. Il y a des articles qui sont bien écrits. Hein, genre peut-être dû en lire un avant de venir là, parce qu'il y a des articles il y a des critiques bien écrits, genre à l'encontre du proof of stake, qui expliquent bien certains arguments. Un argument en tout cas qui est beaucoup cité, c'est que le problème du proof of stake, c'est que ceux qui ont plus d'argent vont toujours en avoir plus en gros. En gros, si toi, tu as plus d'argent, tu peux mettre plus sur la table. Tu peux mettre plus sur la table, tu vas en moyenne remporter plus, donc tu vas agrandir ta part. Ouais. Et donc, c'est un peu revenir à un monde classique d'aujourd'hui où tu vois les banques qui ont plus, les gens qui sont riches deviennent plus riches. Ça, c'est, je pense, la plus grande critique de ce système. Il y a aussi quelque part un peu cette histoire avec le minage. Exactement. Et ça, c'est le contre-argument principal qu'eux n'acceptent pas forcément. Mais pourquoi ils ne l'acceptent pas? Parce qu'ils disent qu'il y a certaines différences avec le minage, c'est que l'équipement, par exemple, que tu achètes, au bout de certaines années, il marche plus, donc tu dois réinvestir dedans. Donc tu as des nouveaux acteurs qui peuvent rentrer. Voilà, et puis même toi, tu as un peu de perte d'argent, alors que là, une fois que tu es dedans, en gros, il n'y a rien qui peut te punir. Mais ça tient quelque part. C'est vrai, mais c'est pas entièrement vrai. Disons que dans le sens, il y a des contre-arguments qui sont hyper intéressants, c'est que le coût à rentrer aujourd'hui dans le minage de Bitcoin, il est très élevé. C'est compliqué de rentrer dans le minage de Bitcoin parce que tu dois acheter la machine, tu dois faire un truc. Donc tu vas pas le faire si c'est pour très peu de gains. Avec le proof of stake, il n'y a pas de minimum. Ouais. En ce moment, c'est pas vrai, je vais le dire, parce qu'en ce moment, il y a un minimum parce que c'est encore au tout début. C'est combien? Actuellement, ils avaient mis ça à l'époque, c'était genre 32 Ethers, mais qui valait à l'époque beaucoup moins. Ouais. Maintenant, ça vaut énormément d'argent. Mais bon, ça, déjà maintenant, il y a des manières de staker, comme en minage, tu peux te mettre à plusieurs. Dans un pool. Tu peux faire pareil là. Mais donc, l'idée, c'est qu'à terme, il n'y a aucune limite. Okay. Et ça veut dire que tu baisses énormément l'entrée. Et du coup, par extension, tu décentralises la chose. Ouais, parce que si tu as des millions de mineurs, tout le monde peut le faire et c'est beaucoup mieux pour la sécurité du système. Donc ça c'est un argument qui va à l'encontre.
L'autre argument, c'est que du coup, tu as beaucoup plus de flexibilité en effet sur comment tu peux récompenser, punir les gens. Donc il y a plus de choses intéressantes à faire là-bas, donc dans le minage même, enfin dans le consensus même. Et c'est quoi les autres bons arguments par rapport à Proof of stake. ouais, dans Proof of Work, une fois que quelqu'un a 51% du réseau, c'est quasiment impossible en fait d'en récupérer. C'est genre c'est un peu la fin, c'est plus ou moins la fin du Bitcoin. Tu vois, c'est pas entièrement vrai parce que tu pourrais faire un hard fork, etc. Mais ce serait très compliqué. Si quelqu'un possède 51% de la force de minage, c'est plus ou moins fini. Parce qu'il y a vraiment cette chose physique, cette énergie, tout le monde dépend de ce même minage. Donc s'ils ont ces 51%, ils peuvent à n'importe quel moment un peu revenir sur ton réseau et recommencer à miner. Même si tu fais un hard fork où tu dis, je sais pas, pour l'instant on va tège ce mec-là, tu vois, il peut revenir parce que physiquement il a assez d'électricité pour être à 51%. Avec les Ethers, vu que c'est les Ethers et ça fait partie du système, c'est un peu ce problème qu'on parlait avant, le côté extérieur du monde versus l'intérieur. Ouais. Si au bout d'un moment, et que la communauté se mettait d'accord, il y a un mec qui a acheté 51% des Ethers et qui est en train de faire des trucs qu'on veut pas, bah là, nous, on pourrait commencer, la communauté pourrait se mettre d'accord pour faire un fork et pour en gros bannir les Ethers qui appartiennent à certaines adresses spécifiques. Tu vois, ces adresses-là qui font 51 Ethers, tu peux les bannir et tu peux créer un nouveau fork où du coup ce mec-là a plus d'Ethers. D'accord. Et ça, il peut pas juste s'en récupérer parce que ces Ethers-là, ils sont associés à une adresse. Et il pourrait pas juste les envoyer une autre adresse parce que ça, tu peux très facilement, c'est dans la blockchain, ça, tu peux voir, tu peux le savoir. Et donc, en fait, tu peux peux beaucoup plus facilement, potentiellement, te remettre d'attaque par rapport au Bitcoin, en fait. Toi, tu vois beaucoup d'intérêt du coup à ce proof of stake, j'ai Moi, l'impression. je vois beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'en termes d'écologie, c'est le futur à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a plus d'intérêt, même en termes de sécurité et de consensus par rapport au proof of work. Donc moi j'y crois et il y a certaines blockchains qui sont déjà en proof of stake depuis de longues années, plus petites aussi que Ethereum, etc. Mais quand même Actuellement, l'Ethereum, il fonctionne. Ethereum actuellement est en proof of work. Okay. Ça fait des années qu'ils sont en train de transitionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de blockchains qui se sont lancées après l'Ethereum, qui se sont lancées directement en proof of stake. Et Ethereum, s'ils avaient dû recommencer à zéro, ils auraient pu le faire. Le problème avec Ethereum, c'est qu'ils ont commencé cette transition il y a quelques années, mais ils avaient déjà des centaines de trilliards de valeurs qui étaient sur leur réseau. Et du coup, ta mise à jour, elle prend du temps parce que tu peux pas risquer de... Si eux, ils font leur mise à jour demain et qu'en fait, il y a une couille, bah, ils ont en guillemets perdu des centaines de trilliards de dollars. Tu vois, donc, ils peuvent pas le risquer. Donc, c'est un processus beaucoup plus lent parce qu'ils ont ce problème, en guillemets, qu'ils se sont lancés avant les autres et que du coup, ils ont déjà un bagage technique qu'ils doivent soutenir. Tu vois, donc, c'est un processus qui prend plus de temps, mais c'est planifié pour cette année, le switch à Proof of Stake. C'est ce qui s'appelle Ethereum 2.0. Et on va switcher en effet de Proof of Work à Proof of Stake. Alors depuis 2014 jusqu'à 2021, c'était Ethereum. Ouais. Et jusqu'à 2022 du coup. Et cette année en 2022, on va passer à Ethereum 2.0. Mais ça reste le même coin. Ethereum, ça reste la même chose. Si tu as des Ethers, tu n'as rien besoin de faire. Ouais. Et ça, c'est tout le but. C'est que toi, tu te rends même pas compte qu'il y a eu un changement. Mais les mineurs vont plus pouvoir miner. Mais ça, ils le savent depuis un moment. Il y a eu beaucoup de débats. Il y a beaucoup de mineurs qui étaient forcément contre ça. Parce que si toi, tu minais sur Ethereum, tu avais des machines spécifiques à Ethereum. Mais il y a eu des débats et puis ils le savent depuis des années maintenant. Donc ils ont pu un peu se préparer à l'éventualité. Il y a des forks d'Ethereum qui continuent en proof of work. Donc ils vont pouvoir peut-être dévier une partie de leur minage là-dessus, en tout cas temporairement. Donc bref, ça ils le savent. Donc le but c'est vraiment de le faire cette année. C'est quand exactement cette année? Il n'y a pas de date spécifique parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va être quelque part dans l'année. Hein. Ils espèrent en tout cas tous les centaines de développeurs qui travaillent dessus. Quoi. Mais il n'y a pas de date encore pour l'instant spécifique. Ouais. Putain, ça sonne bien en tout cas. Ça Ethereum 2.0. Ouais, Ethereum 2.0. Et du coup, le principal changement, ce sera au niveau du proof of stake, et puis, de proof of work à proof of stake, et au niveau des layers aussi, du coup. Bah, en fait, être en proof of stake, directement, le changement de proof of work à proof of stake va pas forcément changer quoi que ce soit en termes de, par exemple, nombre de transactions par seconde. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. J'entendais genre les changements qui viendront avec Bitcoin, avec Ethereum 2.0. Ouais, alors il y a des changements qui veulent commencer à apporter, qui vont aussi améliorer la scalabilité. Ouais. Donc des choses qui vont quand même cette histoire de sharding là que j'ai mentionné juste avant, qui va pas réussir à tout résoudre, mais ils vont commencer à implémenter ça quand même au niveau basique, où ils vont réussir en tout cas à augmenter quand même la scalabilité du réseau même du layer 1 un peu. Et après au-dessus de ça, il y a les technologies dont on a parlé avant, et un peu tout ça combiné, le but c'est que ça permette du coup une scalabilité énorme à Ethereum. Et Proof of Stake, ça va faciliter certaines choses, mais disons que Proof of Stake versus Proof of Work,
ça te permet pas en fait d'avoir plus de transactions par seconde. C'est juste le processus de consensus. Jamais. Et beaucoup de gens pensent ça et c'est pas le cas parce qu'au final ton problème de bloc etc ça reste le même. C'est juste pour le consensus. D'accord. Donc putain, je suis content que tu dises que beaucoup de gens pensent ça parce que je l'ai pas pensé une seconde. Ça veut dire que je comprends bien. Mais... Tu comprends bien. T'es là. Est-ce qu'on essaye de... T'as envie qu'on parle un petit peu de finances décentralisées avec des applications ou on part directement sur les NFT qui est un je pense qu'on peut parler des NFT. Je pense que finances décentralisées, je pense que c'est ultra important dans le sens que c'est ce qui se passe actuellement il y a beaucoup de choses de ce qui se passe, c'est axé sur la finance. Je pense que c'est intéressant juste de parler du concept de token et du fait que, comme on l'a dit, beaucoup de gens lancent beaucoup de boîtes, etc. ont lancé des tokens et ces tokens ont une certaine valeur. Les gens ont envie de les acheter. Et du coup, il y a commencé à avoir des protocoles sur Ethereum qui permettent d'échanger certains tokens pour d'autres tokens. Mais en fait, ils ont réussi à créer ça de manière complètement décentralisée. Ce qui est une révolution. Au lieu de devoir passer par un... Tu vois, toi, si tu vas aller sur Swissquote pour acheter des actions, bah, tu dois aller sur cette plateforme tierce qui te permet d'acheter des actions. Tu vois. Toi, tu mets des dollars, tu reçois des actions. Mais il y a cet intermédiaire toujours au milieu. Et sur Ethereum, ils ont réussi à créer c'est un protocole à la base qui a fait ça, qui s'appelle Uniswap, c'est le nom de l'application qui fait ça, qui a réussi à créer un système d'échange qui ne dépend pas justement d'un prix qui doit venir de l'extérieur. Parce que ça, tu pourrais te penser, c'est l'application la plus basique de le faire, c'est ok, toi si tu me donnes un Ether, moi je vais aller regarder dans le monde extérieur, genre combien ça vaut ça, et je vais te changer. Sauf que le problème, c'est que $1, un Ether, ce prix de l'extérieur, on a bien vu qu'il y a beaucoup de limitations à ce niveau-là. C'est très compliqué d'avoir une source sûre à ce niveau-là. Et du coup, ils ont réussi à créer un smart contract. Excuse-moi. Comment ça se fait exactement que c'est difficile de voir Parce que comme on a dit, la garantie d'où vient un prix, il y a pas de en temps réel avoir ce prix de l'extérieur, c'est très compliqué. Tes blocs ils viennent chaque 15 secondes, donc déjà tu aurais qu'un changement de prix chaque 15 secondes. Enfin il y a plein de choses qui feraient que, et même comment on se met d'accord sur la source de vérité. Enfin il y a plein de choses qui font que ces données de l'extérieur, surtout pour quelque chose comme du trading où chaque seconde ça change le prix. C'est pas réaliste, tu vois, de se baser là-dessus pour le faire. Et en plus quand on parle de token, le monde extérieur il sait pas ce que c'est le prix d'un certain token peut-être, tu vois, genre c'est quelque chose qui est vraiment un peu inhérent à la blockchain. Et du coup il y a ce mécanisme Uniswap qui ont réussi à inventer un mécanisme qui est assez fondamentalement c'est vraiment une révolution, alors que quand il l'expliquait il est relativement simple. Mais il faut s'imaginer l'idée qu'ils ont eue, c'est que du coup si toi par exemple tu as des Ethers et moi j'ai du Heliocoin, on veut toujours à n'importe quel moment pouvoir faire un échange entre les deux. Moi je veux pouvoir venir avec mes coins et je veux pouvoir en retirer un certain nombre d'Ethers, tu vois, qui correspond à la valeur de ces Ethers. Et donc l'idée c'est que tu mets en place en fait deux boîtes au milieu qui contiennent, enfin t'as des Ethers, t'as une réserve d'Ethers et une réserve de coins, et en fait le ratio entre les deux c'est en gros le prix. Donc si au milieu t'as un Ether et t'as 10 coins. Ouais, c'est un dixième. Ça veut dire que le prix de 1 Heliocoin, de 10 Heliocoins, c'est un Ether. Un Ether vaut 10 Heliocoins. Et ça, c'est un ratio qui va toujours définir le prix, en gros. D'accord. Et toi, si tu veux venir échanger, par exemple, toi, t'arrives avec 0.1 Ether et tu veux acheter des coins. Ouais. Du coup, le prix actuel, c'est quoi? C'est pour un Ether, t'as 10 Heliocoins. Donc pour 0.1 Ether, t'as 1 Heliocoin. Et du coup, toi, t'arrives et tu mets 0.1 Ether dans la pile des Ethers. Du coup, la pile des Ethers, elle monte à 1.1 Ether. Et tu prends un coin de là-bas. Et du coup, maintenant, c'est quoi le ratio? Deux secondes. Ouais. Recommence ça. Du coup, moi, ensuite, j'ai acheté le Heliocoin. J'en ai acheté un avec 0,1 voilà, Ether. Donc, ce que ça fait dans le smart contract, c'est que du coup, la pile des Ethers, elle a augmenté. Parce que toi, tu as mis un Ether dedans. Et toi, tu as sorti un Heliocoin. T'es d'accord? Et donc, maintenant, le nouveau ratio, c'est quoi? C'est 1.1 Ether égale à 10 Heliocoin. Et j'en ai sorti un. Ouais, on était à 9, pardon, du coup. Et du coup, maintenant, ce nouveau ratio, ça définit le nouveau prix entre les deux, tu vois. D'accord. Donc maintenant, la prochaine personne qui veut venir en acheter, bah, ça va être plus cher pour elle. Parce que maintenant, il y a plus d'Ether dans la pile et moins d'Heliocoin. Donc si maintenant, elle vient avec 0.1 Ether, elle aura que 0.9 Heliocoin, tu vois, au lieu d'avoir les 1 qu'elle avait avant. Et donc, en fait, tu as un équilibre qui se fait automatiquement comme ça. Et si toi, tu trouves que le prix, il est trop... il est pas assez équilibré, dans le sens que tu vois, toi tu trouves qu'en fait c'est devenu trop cher toi tu fais la transaction inverse, tu vas acheter un Heliocoin et tu vas mettre un Ether, bien sûr. parce que ça peut-être que toi tu vas pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre quelque part à un prix qui est plus élevé. Donc en fait tu as un équilibrage comme ça qui se fait automatiquement, toujours basé sur le ratio, et qui est complètement décentralisé, et donc il n'y a pas besoin de prix qui vient de l'extérieur. Le prix il est régulé par les gens
qui trade avec, en fait. Ça a l'air hyper intéressant. Je suis pas sûr de comprendre, mais j'ai Ouais. l'impression qu'il y a un truc trop stylé Ouais, là-dedans. mais c'est vraiment révolutionnaire. Ça paraît tout con, comme ça, expliqué comme ça, mais je vous conseille d'aller essayer de lire dessus parce que c'est ça qui. Ça s'appelle comment ça exactement Donc, si les gens veulent chercher un ça peu plus. s'appelle ils appellent ça un peu du automated market making, genre AMM. Et puis il faut aller chercher Uniswap. En gros, c'est Uniswap c'est le nom du protocole qui a inventé ce mécanisme à la base. D'accord. Et il y a des milliards de dollars de transactions par jour qui sont faits sur ce protocole à travers ça. Et c'est des montants qui sont énormes. D'accord. Et c'est ce qui montre qu'il y a vraiment quelque chose qui a été inventé d'hyper intéressant. Donc ouais. Avec Chambé. Donc voilà, ça c'est DeFi et avec plein d'autres transactions après maintenant des choses qui se font dessus. Il y a des protocoles qui permettent de faire du prêt d'argent, tu vois. Ouais. Toi, Ça, tu as j'ai peut-être entendu des parler de Ethers ça. et tu veux peut-être emprunter des dollars et du coup tu peux mettre des Ethers en collatéral et le smart contract En automatiquement collatéral en français, c'est en garantie. en garantie, ouais. Et tu peux retirer des dollars, mais si le prix de l'Ether descend sous un certain prix, bah, ça va peut-être automatiquement vendre tes Ethers, tu vois, parce que du coup peut-être que tu pourras plus gérer ta garantie. Donc c'est toi qui dois observer ta position. Mais tout ça, maintenant tu peux commencer à le faire de manière automatisée. Et avant, quand je te parlais de composabilité, tu vois, avoir tous ces outils-là. L'intérêt exact en fait de poser tes Ethers pour emprunter des dollars, ce serait quoi? Parce que tu pourrais aussi décider de prendre une partie de tes Ethers et de les échanger contre des dollars. Bah, c'est de garder tes Ethers. Ouais, l'idée c'est peut-être j'ai pas envie de vendre mes Ethers, mais j'ai envie de faire quelque chose avec du dollar. Parce que j'en ai besoin au Parce que je quotidien. pense que de toute façon l'Ether va continuer à monter. Ok. Moi j'ai envie d'avoir des dollars. Bah, du coup, je mets mes Ethers en En garantie. garantie, je prends des dollars, je fais ce que j'ai à faire et au bout d'un moment je reviens, je les rends et je récupère mes Ethers. D'accord. Mais j'ai pas eu besoin de les vendre mes Ethers. Ok. Parce que si le prix monte, si le prix de Ouais, l'Ether monte entre temps, dans j'aurais l'échange, eu moins d'Ethers. Parce que ton option alternative, ce serait je vends une partie de mes Ethers, tu prends Voilà. des dollars et quand tu vas en racheter plus tard, bah, ça te coûte plus cher et tu Voilà. perds d'argent dans l'idée. Exactement. Ok. Donc là, tu peux faire de l'emprunt en fait. Ouais. Et tu peux combiner tous ces trucs. Et c'est là où il y a les smart contracts qui font qui combinent, tu vois, qui prennent de l'argent dans un smart contract, qui après achètent quelque chose avec, et tout ça, tu peux l'automatiser, tu vois. Et c'est ça qui crée beaucoup de mécanismes hyper intéressants qui se font maintenant dans ce monde-là. Et puis, donc voilà, je pense que c'est une grosse application de ce qui se fait. Une fois de plus, comme tu l'avais expliqué dans le dernier épisode, enfin dans le premier et unique épisode en fait qu'on avait fait ensemble, c'est que toutes ces applications au jour d'aujourd'hui, elles parlent pas à la plupart des gens justement parce qu'il 100%. il faut comprendre le système, le mécanisme qu'il y a derrière Ouais. pour pouvoir comprendre l'application. Mais ce que tu t'as dit qui est intéressant, c'est que dans un futur plus ou moins proche, tout ça va être simplifié pour que tout le monde puisse l'utiliser sans comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Donc en gros, ça va révolutionner la façon dont on travaille. On va avoir des applications qui vont nous permettre de faire des trucs de dingue parce qu'il y aura la technologie de la blockchain Ouais, derrière. mais on devrait pas s'en rendre compte, c'est le but. Exact. C'est le but que tu t'en rendes pas compte. Ouais. D'accord, très intéressant. Donc ça c'est très intéressant. Et je pense que les NFT ça parle plus aux gens. D'accord. Parce que je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler parce qu'il y a eu il y a eu des achats d'NFT à des prix hallucinants, etc. Mais très globalement, les NFT, c'est rien par rapport à tout ça. C'est vraiment c'est de pipi de chat comme technologie. Enfin, c'est quelque chose de très basique. C'est l'idée d'un NFT. Ça, en anglais, c'est non-fungible token. Ça veut dire déjà quoi, fongible? Fungible, c'est quand tu peux. C'est une propriété cruciale de l'argent. Ah, c'est que tu C'est peux que le diviser en plein d'unités. Ouais, si moi je te donne un billet, toi tu me donnes un autre. Enfin, les billets sont pas fongibles justement. Parce qu'il y a des numéros de série dessus. Ouais. Mais une pièce de 5 francs, moi je t'en donne une, tu m'en donnes une, c'est la même. Elle a la même valeur. C'est ça, fongible. Ça, c'est la fongibilité. Ouais, c'est pas la dividende, c'est pas ça. C'est fongibilité, c'est que tu peux interchanger n'importe quel. Faut pas qu'une certaine type de monnaie ait plus de valeur qu'une autre, parce que c'est pas le but. C'est qu'elles aient tous exactement la même valeur. Et c'est le cas du Bitcoin, par exemple. Un Bitcoin vaut n'importe quel autre Bitcoin. En fait, il n'y a aucun Bitcoin qui est plus cher qu'un autre. Tu vois. Par exemple, des pommes, c'est pas fongible. Voilà, parce qu'une pomme, elle peut être plus grande, plus belle, plus ronde. Il y a quoi comme exemple de trucs fongibles au quotidien? Bah, normalement, genre de l'or, par exemple, c'est fongible. Ok, de l'or, c'est fongible. Du lait aussi, 1 litre de lait, c'est fongible. Ouais, non, parce que tu peux avoir des qualités de la différence. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi, dès qu'il y a de la qualité qui est dans le truc, ça marche pas. Et d'ailleurs, de l'or, c'est même pas complètement vrai, parce que de l'or aussi, t'as un nombre de carats différents. Il y a pas beaucoup de choses qui sont fongibles. Vas-y, trouve un truc fongible, mec. Mec, franchement, je sais pas, il y a sûrement des trucs, mais bah, fongible à notre œil nu, il y a beaucoup de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu peux toujours aller dans le détail. Est-ce qu'au final, il y a réellement deux choses qui sont complètement identiques? Bref, c'est pas le sujet. Ouais, fongible, on on a compris. Mais du coup, le but des NFT, c'est que c'est justement l'inverse. C'est des choses qui sont pas fongibles. D'accord. Donc l'idée, c'est que unique. chaque objet est unique. Comme les pommes, mec. Voilà, comme les pommes, exactement, littéralement. Et du coup, à quoi ça peut s'appliquer? En fait, à tout et n'importe quoi. C'est un peu, il faut s'imaginer que c'est un certificat d'unicité, d'unicité, je sais pas ce que c'est le mot. Je sais pas. Ouais, d'être unique. Voilà, un certificat d'être unique qui est sur la blockchain. Trop moche. Et ce que ça représente, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une image, ça peut être un objet dans le monde réel, ça peut être n'importe quoi. Donc, par exemple, moi, si j'ai un NFT qui par exemple,
contient peut-être le numéro de série d'un certain objet, je peux du coup prouver de manière unique que c'est moi qui possède, tu vois, cet objet-là. Ça, c'est une application. Après, tu as des NFT d'images. C'est prouver aux gens sur Internet. Voilà, aux gens en ligne. ouais, exactement. Genre, t'as un truc chez toi, et en fait, tout le monde sur Internet peut savoir que t'as ce truc chez toi. Voilà. Enfin, que t'en es le Mais propriétaire. lequel spécifiquement ça? Et je pense que ce qui peut parler aux gens, c'est les cartes Pokémon, par exemple. Ok. Les gens aiment bien, les gens adoraient collectionner, tu vois, à l'époque. Tu avais des cartes Pokémon et tout. Mais mettons, toi, tu pouvais savoir de manière unique quelle a été, par exemple, la première carte Pokémon trouvée dans le monde, tu vois, le premier Mewtwo, le premier qui a été sorti, elle aurait plus de valeur que celui qui a été sorti là il y a quelques jours, tu vois. Ouais. Mais ça, actuellement, il n'y a pas de moyen vraiment de savoir ça. Ouais. Mais l'idée, c'est que là, vu qu'on a un historique d'appartenance, on a un historique sur la blockchain, ça permet de créer. Le monde de la collection, c'est quelque chose que tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui collectionnent des trucs. Ouais. Mais là, en gros, tu peux digitaliser ça. Et avec une garantie d'authenticité de certaines choses, et surtout que tu es l'unique propriétaire d'une certaine chose. Et fondamentalement, très basiquement, c'est ça. Ta carte Pokémon, tu l'aurais physiquement. Ouais. Mais comment ensuite tu montres sur la blockchain que. C'est-à-dire que ta carte Pokémon elle a un numéro de série, et puis ce numéro de série il est aussi sur la blockchain. Donc tout le monde sait par exemple, il serait mis avec le numéro de série dessus. Bah après ce serait pas possible d'avoir un site internet tout simple en fait, où c'est simplement écrit le numéro de série. Je sais pas, 3547, c'est la première carte Pokémon. Pareil, tu montres. Bien sûr, ça c'est possible. Après, ce site internet, il peut disparaître demain, il peut se faire supprimer, il peut se faire changer par quelqu'un. C'est l'idée que c'est décentralisé, etc. Et là où ça devient intéressant aussi, c'est que ça permet, encore une fois, cette idée de toi, si tu possèdes la première carte Pokémon, peut-être que du coup, sur la blockchain, un jour, il y aura un jeu Pokémon, et toi, en tant que propriétaire de la première carte, tu pourras faire certaines choses que d'autres personnes ne pourront pas faire, tu vois. Et tu as ce certificat. T'as cette chose qui te prouve que t'es bien le propriétaire. Okay. Et ça peut du coup permettre des choses en plus, tu vois. Qui déciderait un mec qui sort un nouveau jeu. Par exemple. Il dit tous ceux qui ont la carte. Ces cartes-là, tu vois, ils peuvent faire ça. Voilà. Et du coup, tout le monde a un rôle différent dans le jeu. En fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Et les gens comprennent bien ça. Toi, tu joues aux jeux vidéo, tu one-up ton personnage avec différentes choses. Mais et souvent, c'est des choses qui ont beaucoup de valeur émotionnelle pour les gens. Mais ça, c'est quelque chose que. Le camouflage tigre rouge, là, sur. Le tigre rouge. Mec, mais ça, tu le perds, tu vois, peut-être un jour. Ton perso, il se perd, c'est fini, tu l'as plus. Tu peux pas le réutiliser à travers les jeux. Ok. Et là, l'intérêt, c'est que tu l'as en fait un peu à jamais. Et tu peux aussi le réutiliser potentiellement à travers les jeux, tu vois. Un autre développeur d'un autre jeu pourrait faire venir le camouflage tigre rouge dans son jeu. En fait. Genre, même la même arme. Ouais. Genre, c'est-à-dire que, je sais pas, imagine, t'as un sniper dans Call of 4. Ouais. Et puis, dans Call of 8. Ouais. Tu peux en fait utiliser ton même sniper. La même arme, et on sait exactement qu'il n'y a que toi qui l'as, et tu pourrais la réutiliser. Et tout le monde. Et en fait, c'est un peu cette idée-là de base qu'en gros, du coup. Mec, tu pourrais même, que cette arme, elle soit unique au point que, graphiquement sur le jeu, je sais pas, il y a une petite écriture dessus, qu'il n'y a que toi qui l'as, et je sais pas, quand tu te fais buter, ton arme, elle tombe sur la map, et un autre mec qui peut la récupérer, on peut voler ton arme. Ouais. Oh, c'est trop triste, mec! Ouais, c'est trop triste. Ça rend le truc excitant de ouf. Voilà. Et ça crée des marchés derrière. Et du coup, tu pourrais, voilà. Mec, c'est ouf, vas-y. Ouais. Mais ça crée des marchés derrière, tu vois. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui l'aime, mais c'est une vérité. Les gens adorent collectionner des choses. Ouais. Et les gens, ils mettent aussi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, un truc qui se fait beaucoup, c'est la collection de cartes, mais genre, tu sais, de joueurs sportifs, en fait. D'accord. Chaque saison, par exemple, de NBA, t'as des cartes qui sortent de différents joueurs. Ouais, comme les Panini. Voilà, les Panini, exactement. Et là, maintenant, si tu vas aller acheter la carte de Michael Jordan, genre de son année, genre une authentique de 1900, tu vois, de son année, ça coûte genre des centaines de milliers de dollars. Ouais. Et tout ce marché, ça, il y a un marché derrière. Il y a plein de choses où il n'y a pas de marché, parce que c'est dur de créer un marché derrière des choses. Il y a peut-être pas assez de gens qui sont capables de s'échanger ça autour du monde. Mais du coup, en digitalisant tout ça, ça crée ça. Donc le but n'est pas forcément financier directement, mais du coup, ça peut permettre à des gens aussi le temps que toi tu mets à jouer dans ton jeu, à one-up ton personnage, à arriver à un personnage de fou, tu peux peut-être revendre après ce personnage à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre est prêt à payer pour avoir ce perso sans avoir besoin de faire le taf avant. Je comprends, mec. Et donc mais après, ça c'est quand on voit de la partie financière. Et tu peux aussi complètement faire abstraction de la partie financière et juste le prendre pour la valeur que ça a en termes d'historique et de savoir que tu auras toujours de personnages. Mais il y a aussi une partie financière derrière qui devient intéressante pour beaucoup de gens, tu vois. Parce que ça peut permettre aux gens de posséder un peu plus les choses auxquelles ils participent. Et du coup, je pense qu'on n'en a pas parlé avant, mais c'est la même chose par rapport le côté de posséder des tokens de boîtes. Non, mais des tokens de boîtes sur la blockchain. Moi, quand j'utilise des protocoles sur la blockchain, genre Uniswap, là, pour faire des échanges de tokens, moi, en l'utilisant, je suis peut-être récompensé en token Uniswap. D'accord. Et du coup, au lieu d'être dans ce monde actuel où on est sur l'internet, tu vois, les Facebook, YouTube, etc., tu passes ta vie entière à faire des trucs, mais tout ce qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent tes données et ils se font de l'argent. En fait, toi, tu pars ci par rien, c'est pas nécessaire, mais
au bout d'un moment, si c'est ton attention qui est monétisée. mais toi, tu reçois pas de l'argent pour ça. Ouais. Et si on peut imaginer les protocoles où on commence à changer cet incentif, c'est beaucoup plus la communauté et les gens qui participent à des choses, qui ont des intérêts financiers du coup à prendre certaines décisions et qui peuvent du coup influencer ces protocoles à aller dans les directions où eux ils ont envie. Et ça, je pense que c'est les révolutions qu'on va voir venir du coup, que ce web 3.0 comme on dit, il appartient plus aux gens qui l'utilisent. Et ça, je pense que c'est un truc à se rappeler parce que c'est le but. C'est que le Web 2.0 appartenait aux boîtes, aux grandes boîtes et aux investisseurs. Et le Web 3.0 appartient plus aux gens qui utilisent les choses. Et je pense que ça peut que être positif au final, au long terme, pour les gens qui utilisent les choses. Putain, mec, est-ce qu'il y a d'autres applications au NFT que de la collection ou que... Alors, tu peux imaginer juste aussi des certificats d'authenticité. Moi, il y a quelques années, j'ai failli lancer un projet. On était assez proches au final de le faire, mais on était trop... Moi aussi, mec. Ouais. Ouais, je te jure. On était trop tôt, en fait. On s'est fait avoir parce que les gens comprenaient pas encore. C'est pareil, moi, j'expliquais les idées. J'expliquais, mais ils comprenaient pas. Il y a un truc qui s'appelle Bitcoin. Ouais. Moi, j'expliquais ça. T'étais là en 2002, toi. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, nous, on était sur le marché du luxe, en fait. On avait une idée par rapport à la certification de montres de luxe. D'accord. Et l'idée, c'est que tu pouvais, en fait, plus ou moins complètement arrêter le marché noir, en fait, des produits de luxe. En certifiant des montres avec leur numéro de série sur la blockchain, le produit, enfin, mettons, tu vois, Rolex, quand il crée la montre, il rentre directement le numéro de série sur la blockchain. Nous, on sait tous que c'est bien Rolex qui l'a créé parce qu'ils ont une adresse sur Rolex, c'est bon. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que la montre, elle passe de main en main, le transfert, il est aussi fait sur la blockchain. Et toi, en fait, tu n'acceptes pas d'acheter la montre à quelqu'un. C'est lui, il ne peut pas te montrer que c'est actuellement le propriétaire de la montre sur la blockchain. Mais petite question, est-ce que là, du coup, toi, tu t'en foutrais pas au final parce que tu aurais envie d'avoir parce que le truc, c'est que si sinon, elle est peut-être volée, sinon. Tu sais pas d'où elle vient. Tu sais pas si elle est. Ouais, mais limite, on pourrait se dire que tu t'en fous d'avoir une montre volée au final si t'as ça. Ouais, mais le problème, tu sais même pas si elle vient de Rolex. Tu peux rien savoir. Alors, tu pourrais savoir qu'elle vient de Rolex, mais tu sais qu'elle est volée. Mais bon, si elle est volée et que le prochain après toi, il veut pas te la racheter, c'est là le problème. Ouais. Et si tu vas chez Rolex pour la faire réparer, on va te dire non, c'est pas toi le propriétaire. Et donc en fait, tout le monde devrait faire ça. Okay. Et c'est ce genre d'applications qui peuvent du coup avoir vraiment des impacts dans la vie réelle. Mais ça demande une abstraction de la blockchain qu'on n'a pas encore assez au jour d'aujourd'hui. Ouais, t'es trop intelligent pour les autres, mec. Non, mais c'est pas ça, parce que faut que tu te calmes et que tu fasses des projets plus simples. Ces projets, non, mais ils ont commencé à les faire en plus. Une chaîne YouTube, mec. J'en fais comme tout le monde, mec. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça. Tiens, je suis déjà là aujourd'hui. C'est ouf quand tu parles avec tellement de passion et genre on voit dans tes yeux ils brillent, mec, quand tu parles de ça, mec. C'est en fait comme les premières fois qu'on en parlait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'applications possibles de ces NFT parce que ça, c'est en gros, ce serait un peu des NFT de la montre, tu vois. Ce serait un NFT qui appartient à ta montre. Et donc il y a beaucoup d'applications comme ça. Et puis je pense, comme on disait avant, par rapport à la blockchain en tant que telle, toutes les applications, on les a pas vues encore. Enfin, il y en aura encore plein qu'on n'imagine pas encore, mais qui vont venir, qui viennent gentiment. Ouais. Putain, bon, Yannick, je pense qu'on peut se laisser sur ces belles paroles. Ça fait 1h30, je regardais l'heure, j'ai peur un peu que ça coupe, comme d'hab. Du coup, je te souhaite un super bon voyage à San Francisco. Merci. Tu vas rester combien de temps là-bas ? Écoute, à voir, je sais pas. Tu pars bientôt. Tu vas dans les indéterminé pour le moment. Ouais. Tu vas dans les QG de. Ouais, d'Apple, ouais, c'est ça. Ouais, on va à la maison mère. Mec, je viendrai te rendre visite. Mais tu vas venir, ouais. J'ai une chambre pour toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, t'as une chambre d'amis. Je vais en prendre une. Parfait, mec. Ok, j'arrive. Du coup, prochain épisode à San Francisco chez toi. C'est ça. Et on débriefera un petit peu sur ce qui s'est passé. Ouais. J'imagine que je vais épingler un commentaire sur. Je sais pas en fait, parce que si les gens posent des questions maintenant et qu'on tourne le prochain épisode dans un an, il va se passer tellement de choses entre deux. Ouais, mais on le fera avant. Donc, je poserai des questions et puis on pourra faire une FAQ, ça peut être stylé, tu vois. Super. Putain, mec, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir. Tu me choques, mec. Ouais. Je te jure, tu me choques, mais je te promets, parce que. Comme je t'ai dit, tu vois, je t'ai déjà dit en fait à la fin du dernier épisode. Ouais. La plupart du temps, moi, je vois soit des gens avec un esprit très mathématique, soit des gens qui sont capables de bien expliquer les choses. Mais c'est rare de voir quelqu'un qui a une compréhension de la technologie et qui est capable de simplifier le truc pour un teubé comme moi, tu vois. Mec, t'es pas teubé, heureusement. Sinon, on pourrait pas avoir cette discussion. Ouais, mais je me sens teubé. C'est vraiment des fois, je t'écoute comme ça. Et genre, ça m'a fait ça. Surtout dans le dernier épisode sur la fin, parce que j'étais en train d'être un peu fatigué, tu vois. Ouais. Je t'écoute comme ça et puis genre, j'ai vraiment l'impression d'être un singe, mec. Genre. Je te promets, mec. Bon, merci encore. Bon, merci beaucoup à toi. C'était stylé. On a tapé, ça fait le clap de fin.